J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui, à un moment de leur vie, osent suivre leur propre voie au lieu du chemin tout tracé. Je m'appelle Joanie Lacroix et j'accueille ici des gens qui ont décidé de faire partie de la solution pour créer un monde meilleur. Des rencontres pour vous inspirer à faire briller votre lumière et vous éveiller à votre pouvoir intérieur. Je crois profondément que nous avons tous quelque chose d'unique à apporter au monde. Et je suis convaincue que notre vie devient riche de sens lorsqu'on partage notre magie. C'est notre plus belle contribution parce que chacun de nous peut changer le monde à sa façon. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Pastel Fluo. Bienvenue à cette toute nouvelle saison, cette deuxième saison de Renaître à soi et changer le monde à sa façon. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Je sais que ça fait plusieurs mois, donc je veux vraiment prendre le temps de vous dire merci. Merci pour votre patience. Mon invitée aujourd'hui, c'est Bernadette Ray. Bernadette, c'est la sommité en Shinrin-yoku au Canada. C'est tellement un honneur de l'accueillir sur le podcast. Et vous allez voir, c'est une femme qui a tellement de connaissances, de savoir à partager. Je l'aurais écoutée pendant toute la journée. En fait, c'est quasiment ça que j'ai fait parce que on a enregistré dans la forêt. Je tenais à faire cette entrevue-là dans la forêt. Puis l'entrevue dure à peu près, je pense, 1h30 à peu près. Puis juste, en fait, avant de faire l'entrevue, on a marché quand même longtemps dans la forêt pour trouver le bon spot, tu sais, où s'asseoir. Puis là, on jasait. Puis même après l'entrevue, je pense que ça nous a pris 1h30 quitter la forêt parce que on avait tellement de choses à se raconter. On a vraiment eu un méga coup de cœur humain, là, mutuel. Donc, bref, je suis tellement contente de vous la présenter aujourd'hui. Mais juste avant de vous parler un petit peu plus en profondeur de Bernadette et de vous la présenter à travers notre belle entrevue de podcast, je veux prendre le temps de remercier Rose Bouddha. J'ai le plaisir de vous annoncer que Rose Bouddha est avec nous pour une deuxième année, pour cette deuxième saison. Rose Bouddha qui est une entreprise de vêtements éthiques, éco-responsable, faite au Québec. Toute la production est faite au Québec et ça, c'est tellement rare dans l'industrie textile. Et c'est une entreprise, en fait, qui fait les choses vraiment en conscience. Ils sont reconnus surtout pour leurs leggings à base de bouteilles de plastique recyclées. Et Rose Bouddha vient de lancer sa toute nouvelle ligne maison. Donc, c'est inspiré de l'art de vivre danois. C'est magnifique. C'est une ligne, encore une fois, c'est des accessoires, tout écologique. Fait vraiment, c'est beau, c'est tout en beauté, c'est tout en simplicité, c'est minimaliste, c'est de bon goût. C'est vraiment magnifique et je vous rappelle que vous avez 15 $ de rabais avec tout achat de 100 $ et plus sur myrosebuddha.com, donc sur la boutique en ligne de Rose Bouddha. Donc, je suis bien contente que Rose Bouddha soit avec moi encore pour cette deuxième année. Et je voulais aussi vous partager, avant de vous parler de Bernadette, parce qu'en fait, notre entrevue, on a parlé du Shinrin-yoku tout le long, naturellement, mais on n'a pas parlé en tant que tel des bienfaits. Bernadette avait envie d'aller vraiment plus loin puis de nous partager d'autres choses que ce qu'on peut trouver dans les livres. Et donc, j'avais envie de vous offrir l'atelier que j'ai développé pour renaître à soi. En fait, les 7 derniers mois, la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire le podcast, c'est que je ressentais tellement le besoin d'être dans ma bulle de création. Donc, j'ai vraiment tout tassé les projets pour être entièrement au service de renaître à soi, qui était un grand voyage intérieur aussi pour moi. Et je suis tellement heureuse que ce programme-là existe. Là. Honnêtement, c'est fou aussi la différence quand on met au monde des projets puis qu'on met tout notre être, puis toute notre expérience, puis tout notre temps au service d'un projet. Moi, j'ai vraiment vu l'impact là, de m'être plongée là-dedans pendant 7 mois là, dans une bulle de création. Bref, c'est magnifique. Et donc, dans Renaître à soi, au 4e module, qui est vraiment le module sur l'intuition, j'avais développé un atelier qui s'appelait « La médecine de la forêt ».
où je partage vraiment tous les bienfaits de la forêt, mais où je partage aussi comment vivre un bain de forêt. Et comme, en fait, c'est ça, on a parlé beaucoup du Shinrin-yoku avec Bernadette, mais on n'a pas plongé en tant que tel dans les bienfaits. Je voulais vous laisser savoir que cet atelier-là, maintenant, est disponible sur le site. Et vous savez, c'est fou, hein? Tu sais, intuitivement, on le sait que la forêt fait du bien. Je pense qu'il n'y a personne qui se sent pas bien en nature, au contraire. Mais ce qui est arrivé, c'est que maintenant, la science s'est vraiment intéressée aux bienfaits, autant sur notre santé mentale que sur notre santé physique. Donc, on a maintenant toute la science qui back les bienfaits de la forêt sur l'être humain. C'est fou, c'est super bon pour notre système immunitaire, ça va diminuer notre stress, ça va diminuer notre anxiété. Donc les gens qui font de l'anxiété, qui ont aussi qui sont dans des états dépressifs, c'est extraordinaire à quel point que ça peut vous faire du bien. La forêt va vous aider à vous détendre, la forêt va nous aider à retrouver une bonne humeur, ça va nous amener une clarté d'esprit, ça va nous donner plus d'énergie, plus de vitalité, ça va stimuler notre créativité. Il y a tellement de bienfaits. Si je pense juste aux phytoncides, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des phytoncides, puis on va en parler un petit peu dans l'entrevue, mais on n'a pas expliqué en tant que tel ce que c'est, fait que je vais quand même vous le dire là en introduction. En fait, les phytoncides, une des raisons pour laquelle d'être en forêt, ça renforce notre système immunitaire, c'est grâce à ces phytoncides-là, qui sont comme des huiles naturelles qui sont produites par les plantes, par les arbres. Et eux, en fait, les arbres, ça va les aider à se protéger des bactéries, des insectes, des champignons. Mais la beauté, c'est que nous, quand on respire le parfum des phytoncides, c'est très, très bon pour notre notre système immunitaire, mais aussi c'est super bon pour notre état intérieur, notre état émotionnel. Puis il y a même eu des études au Japon qui ont été faites en lien avec les phytoncides qui disaient, et c'est incroyable, qui disaient que, en fait, il y a une étude qui a été menée qui disait que les parfums des phytoncides seraient plus efficaces que les antidépresseurs pour permettre aux gens de retrouver un moral puis de garantir un bien-être chez les gens qui souffrent de dépression. Donc, c'est majeur et c'est extraordinaire parce que les bains de forêt, c'est une pratique qui est simple, c'est une pratique qui est accessible, c'est une pratique qui est gratuite et au Québec, on est chanceux, on a plein de forêts et même si vous habitez en ville, Dr. Queen Lee, qui est vraiment celui qui chapeaute toute la recherche scientifique sur les bains de forêt dans le monde, qui habite au Japon, disait que même d'être dans un parc, vous pouvez profiter des bains de forêt. Puis il y a d'ailleurs une participante de Renaître à soi qui me disait qu'elle habite en ville, puis qu'elle a été vivre un bain de forêt dans un parc et elle n'avait jamais pensé que ça pouvait lui faire autant de bien. Donc, bref, il y a cet atelier-là qui est sur la plateforme de Pastel Fluo que vous pouvez faire, qui est 75 minutes de contenu pour vraiment vous expliquer tous les bienfaits puis comment vraiment vivre un bain de forêt. En tout cas, je parle aussi des fractales qui sont ces schémas-là répétitifs dans la nature qui, juste à la vue, nous font tellement de bien. Donc, c'est tellement intéressant de prendre conscience de tout cet impact-là. Fait que bref, les bains de forêt, je suis passionnée, vous pouvez sûrement l'entendre juste au ton de ma voix. Puis Bernadette, c'est tellement un privilège parce que Bernadette, c'est ça, c'est comme je vous le disais tantôt, c'est vraiment la référence en matière de Shinrin-yoku. Bernadette, elle est la présidente de INFOM Canada, donc INFOM pour International Society of Nature and Forest Medicine. Donc, elle a vraiment côtoyé à plusieurs reprises le Dr. Queen Lee. Donc, le Dr. Queen Lee qui vit au Japon, qui chapeaute toute la recherche scientifique, comme je vous le disais il y a quelques minutes, qui est le fondateur de INFOM Japon. Donc, c'est vraiment toutes les recherches sur la santé mentale, la santé physique en lien avec les bains de forêt passent par lui. Et Bernadette a vraiment étudié auprès de lui, puis elle est présidente maintenant de INFOM Canada. Elle guide des bains de forêt, elle forme aussi maintenant, d'ailleurs, là, si vous êtes intéressé, je vais vous donner son site, c'est shinrin-yoku-québec.org et elle donne des formations pour former des gens qui vont faire vivre des bains de forêt. Et on est tellement dans une belle transition parce que justement, je pense que plus que jamais, on a besoin d'avoir accès à ces médecines-là qui font tellement de bien.
Alors sur ce, je vous invite à écouter avec tous vos sens. Et en plus, c'est tellement beau parce qu'on a enregistré dans la forêt, donc vous allez entendre les petits bruits de la nature en background. Et donc, voilà ce qui vous attend avec cette merveilleuse Bernadette Ray qui nous parle de toute la richesse du Shinrin-yoku finalement. Donc, voilà, je vous laisse tout de suite à l'entrevue. Alors, après plusieurs mois de pause, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas mis d'épisode en ligne sur le podcast de Pastel Flow, je voulais vraiment me consacrer entièrement à la formation Renaître à soi, mais vous allez voir, l'attente va valoir la peine parce que je suis en présence d'une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration et pour qui je conduisais là, jusqu'ici, là, parce qu'on est en forêt, on n'est pas en studio aussi, puis c'est pas pour rien, c'est un épisode vraiment spécial. Je suis en présence de Bernadette Ray, je le prononce bien. Ça va, oui. Qui est la spécialiste des Shinrin-yoku, donc des bains de forêt, qui est une pratique qui vient du Japon. Et ben moi, à travers la pandémie, je fais partie de la vague de Montréalais qui a déménagé en nature. Et donc, depuis plusieurs mois, je parle à la communauté de Pastel Flow à quel point la forêt me fait du bien, puis à quel point le contact avec la nature est tellement apaisant, puis est tellement bon pour ma santé mentale aussi. Donc, pour moi, là, de recommencer les épisodes avec vous, puis en plus d'enregistrer aujourd'hui dans une forêt, je me sens privilégiée. J'ai vraiment le cœur comme gonflé d'amour et de gratitude. C'est très drôle. Oui, en fait, c'est drôle. Oui. Et c'est ravissant et c'est touchant pour moi d'entendre ça. Parce que, dans le fond, moi, je réalise combien la forêt ici nous accueille pour le faire. Et ça, c'est important. En fait, on est avec le vivant, puis elle nous accueille. Puis elle nous accueille bien par sa luminosité, par tout ce qui est là. Par le son du ruisseau des frères à côté. Et pour moi, c'est ça qui est merveilleux. Oui, c'est agréable d'être ensemble. Moi, je suis vraiment contente d'être ici pour parler de ce qui me touche et me donne de l'énergie et me nourrit toujours. Même si des fois c'est fatigant dans sa gestion, je l'avoue. Oui, c'est une grande demande, présentement. Oui, puis j'appelle ça de gérer, oui. Puis je veux pas gérer ma vie, je veux vivre ma vie, mais je dois gérer quand même cette société qui est en train d'éclore et de se multiplier, les guides qui désirent offrir et faire du bien aux gens, là. Oui. Donc, c'est ça. Mais je vis pleinement. Et j'assume pleinement ce que je fais pour que ça puisse passer, puisque ça puisse être là. C'est pas une tendance pour moi. C'est vraiment pas une tendance. Il y a des gens qui me l'ont demandé, est-ce que tu crois que c'est une tendance? C'est pas une tendance. C'est un retour aux sources? Oui, bien en fait, la pandémie a donné un petit coup d'envoi, mais qui était déjà là. Oui. Qui était déjà là parce que si on prend la ligne là, de l'humanité, depuis Lucy, je suis anthropologue, fait que si je vais prendre Lucy, et je dis aujourd'hui, ça fait pas longtemps qu'on est déconnecté de la nature. Bien, depuis l'ère industrielle, en fait. Oui, mais il y a déjà eu un début, je dis, mais je devrais dire cependant, j'ai eu un début avec le Moyen Âge, avec la création des bourgs, avec les seigneuries et tout, quand les serfs, les seigneurs essayaient de faire venir le peuple qui était dans les forêts, comme à l'époque de Robin des Bois. Ils vivaient grâce à la forêt, à l'orée de la forêt, avec la forêt. Aujourd'hui, il y a plein de produits forestiers qu'on peut manger. On est revenu à ça. Oui, hein? Il y a un grand intérêt pour les champignons, la cueillette sauvage. Exactement. Oui. Par contre, ça se faisait, c'était tout à fait naturel. On connaissait tout ce que la forêt nous offrait. Et les seigneurs nous ont déjà déconnectés en créant les bourgs, en nous faisant travailler dans les bourgs avec le moulin pour augmenter la productivité. Fait que ça a déjà commencé. C'était la première industrialisation. On l'oublie beaucoup. Puis je dirais qu'aujourd'hui, c'est depuis la nouvelle industrialisation, depuis le 18e siècle. Puis Jean de La Fontaine, qui utilisait des animaux pour nous faire réaliser qui nous sommes,
pour nous toucher de façon très subtile. C'est la nature est La nature est un importante. reflet constant de l'humain. Il y a tellement, que ce soit à travers la cyclicité des saisons qui nous amène à accueillir notre propre nature cyclique, Oui. aussi, d'accueillir nos propres saisons intérieures, de ne pas toujours vouloir être dans l'été puis au printemps, mais d'accueillir l'hiver, la régénération, d'accueillir Puis l'automne. c'est nécessaire, Oui. c'est tellement nécessaire l'hiver. Oui. Puis l'automne, ben, moi je pose souvent la question aux gens, quelle est la saison que vous préférez? Ils disent l'automne. Mais pourquoi on aime l'automne? On pourrait aller loin. Là. Quand je travaillais dans le domaine plus de la mode, on disait ben, parce que je peux mettre plus de vêtements, tu sais, donc Oui. consommer. Oui. Mais je pense que l'automne, c'est aussi le moment où on récolte. Donc, on reçoit une reconnaissance de tout ce qu'on a fait dans notre année, puis on peut comme s'asseoir puis être satisfait, un peu comme les agriculteurs. Oui. OK? Mais c'est ce qui se passe en automne. Exactement. Oui. Après avoir travaillé il y a fort une pendant satisfaction, puis là, il y a l'action de grâce. Donc, on rend grâce à Dieu, à ce que la nature nous a offert. Puis là, on peut se reposer pour être prêt au printemps, parce que là, ça va repartir. Oui. Et ce repos-là, puis en même temps, il y a tellement un beau lien à faire, je trouve, avec les bains de forêt. Parce que les bains de forêt, le Shinrin-yoku, c'est pas de marcher en nature, ou c'est même pas... L'idée, c'est pas de se mettre en forme en nature. Au contraire, c'est vraiment d'arrêter le temps. Oui. De contempler, de marcher lentement, de voir ce qu'on ne voit pas. À l'habitude de porter notre attention sur ce qu'on ne voit pas. Je trouve qu'il y a vraiment un grand... c'est ça, c'est de la contemplation, mais de la contemplation, ça se fait dans la lenteur. Oui. Et on est dans une société qui veut juste aller vite, vite, vite. Et je trouve que... Puis on le voit, on arrive aux limites de ça. Là, on le voit qu'on est... tout essoufflé. En fait... déjà, avant de pratiquer le Shinrin-yoku, j'enseignais déjà un peu cette façon, je pourrais dire, d'apprécier, de vivre dans nos vêtements. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, je dis plutôt, c'est de vivre la forêt, mais c'est d'habiter la forêt, habiter nos vêtements. Le Corbusier disait habiter nos maisons, notre environnement. Il y a un lien avec ça dans le sens où c'est une expérience. Puis on est beaucoup, même en publicité, on a commencé à changer notre discours en disant c'est une expérience qu'on va vendre et non pas un produit. C'est pas toujours bien la façon dont c'est fait, mais je pense qu'on est là-dedans. On a réalisé que c'est d'abord de vivre. C'est de vivre. Et je pense que le problème de société dans cette hyper-consommation, c'est de dire je ne me retrouve plus parce qu'on me propose, on est bombardé d'images. On est beaucoup dans le visuel, énormément. Hyper stimulé. Hyper stimulé. Ouais. Et je ne suis pas contre la ville. Je ne suis pas contre aller voir des spectacles. Je ne suis pas contre la musique rock, puis punk, puis et toutes les nouvelles. C'est pas ça. Non, parce qu'il y a des gens qui disent, ben là, Bernadette, tu crois qu'on n'est pas reconnecté puis qu'on a besoin de toi? C'est pas ça. C'est de se dire, il y a un équilibre à avoir. Et l'équilibre, on ne l'a plus. Ce qu'on nous demande, c'est l'efficacité, l'efficience, d'être compétitif. La performance, toujours plus, toujours faire plus vite. Puis, oui. Puis j'ai une petite fille, là, elle a 6 ans, elle va avoir 7 ans bientôt. Elle est toujours très, 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 très rapide. Puis des fois, je lui dis, Romy, fais ça plus lentement, tu n'auras pas à le recommencer. Si tu le fais vite, tu vas échapper, tu vas le briser, tu ne verras même pas ce que tu es en train de faire. Tu n'auras pas le plaisir de voir que tu es en train de construire ou de faire quelque chose puis d'avoir une satisfaction. Tu vas juste évacuer quelque chose. Tu fais quelque chose, tu l'évacues. Il n'y a pas de présence. Exactement, oui. Puis, tantôt, tu disais quelque chose que je trouvais intéressant, c'est que, comment je pourrais le dire, c'est que oui, c'est ça, être. C'est quoi être? Est-ce qu'on doit respecter notre propre vitesse comme être humain? Puis, il faut toujours la dépasser. Quand on fait de la randonnée, je ne suis pas contre la randonnée, mais je veux dire, la randonnée, on la fait comme si on faisait un circuit, dans un endroit, là, on fait un circuit, puis là, on décide de le faire dehors. On reçoit quand même des bienfaits de la nature. On en reçoit quand même, sauf que comme on n'en prend pas la pleine conscience, dans le fond, bien, on n'en reçoit pas tant que ça.
Oui. Oui. Puis il y a Parce ça qu'on aussi. on manque de présence, justement. Et la respiration. Oui. Et en fait, moi, je me suis rendu compte de ça quand on prend le temps de respirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer, quand on fait un exercice, c'est qu'en inspirant, on prend l'oxygène, puis en expirant, bien, on va utiliser l'oxygène pour nous donner l'énergie, puis on va consommer ce qui n'est pas bon chez nous, puis on va extirper les toxines. Si on va trop vite, on n'est pas capable, on respire pas bien, on respire Mais l'être jamais. humain, on respire jamais en profondeur. En tout cas, je Jamais. parle de façon générale. Oui, oui. Tu sais, de respirer oui. en conscience, puis j'avais fait des sessions de breathwork, hein, donc la respiration consciente. Puis c'est là que je me suis rendu compte, je respire pas bien dans la... Non, puis si on respire pas bien, on va pas éliminer les toxines, on va même s'intoxifier. Puis en plus, ben, on ne brûlera pas ce qu'on doit brûler. Et on va dire que si les gens ne dorment pas bien, si les gens font pas une bonne respiration, bien, ils vont avoir tendance même à engraisser. Je veux dire, le diabète, le Shinrin-yoku va dire, bon, j'aime pas dire qu'il est curatif, il y a 3 types de Shinrin-yoku. Ah oui? Ça, je ne savais pas. Oui, il y a 3 types de Shinrin-yoku. Et je pourrais en parler tantôt, là, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les bienfaits, on va dire, c'est bien pour les gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires, c'est bien pour les gens qui souffrent du diabète de type 2, mais c'est grâce à la respiration, surtout dans les 2 cas. Puis après, on va dire, c'est bon pour, en fait, ceux qui souffrent de dépression, d'anxiété, qui ont des envies suicidaires. Mais pourquoi? Parce qu'on se retrouve parmi le vivant, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul dans la nature, jamais, jamais. C'est ça. C'est Puis en interconnexion. plus, c'est vraiment ça. Oui. Tu sais, on est... Puis on ne l'a pas perdu. relié. On ne l'a pas perdu parce que la plupart des gens que j'amène vont dire, ou bien même ceux qui veulent s'inscrire pour devenir guide, je sais que la nature fait du bien, puis là, j'ai envie de le partager. Puis quelque part, ils disent, bien, je suis contente ou content d'apprendre scientifiquement pourquoi elle me fait du bien, de comprendre scientifiquement. On a toujours ce besoin de comprendre. Bien, nourrir l'esprit. Ben oui. On est nourri au niveau de notre corps, de notre être, de notre cœur. On le sait intuitivement que ça fait du bien. Oui. Mais puis d'ailleurs, j'ai envie peut-être qu'on aille là-dessus parce que pour les gens qui ne connaissent pas le Shinrin-yoku, là, je me rends compte, j'ai effleuré le sujet en introduction, mais ça provient du Japon. Peut-être juste pour revenir un peu à comment cette pratique-là a émergé. Parce que ça a commencé dans les années 80 au Japon. Mais en fait, c'est ça. C'est ce que j'avais dit, non? Oui, le Shinrin-yoku tel qu'on le connaît, tel qu'on en a fait la promotion, OK? Ça vient des années 80. En fait, c'est issu d'une prise de conscience par les Japonais. En fait, si on fait bref historique, parce que ça peut prendre du temps, je vais essayer vraiment d'être, c'est ça, concise et précise. Les Japonais sont shintoïstes de par leur naissance. Hein, l'empereur est l'enfant du soleil et en tout cas, de la naissance du soleil. Et pour eux, la nature, puis le mot nature n'existe pas vraiment au Japon. La nature, c'est l'environnement forestier et tout ce qui est autour. Shinrin. Shinrin, c'est pas juste forêt. Et ça, c'est... Bon, en fait, j'ai été aidée par une sémiologue, puis pour lire le pictogramme et l'idéogramme. Dans Shinrin, il y a 2 grands arbres, il y a 3 petits arbres. Puis pourquoi il y a des petits puis des grands? Bien, le grand, c'est comme la forêt, puis les petits, c'est l'environnement. C'est de la nature. Puis la nature, pour eux, c'est le Dieu. Ils sont issus de la nature, sont nés. Et ça peut ressembler à nos peuples autochtones aussi. Oui, bien, c'est ce que je m'en allais dire. Je trouve ça très, très beau. Oui. Oui. Et ça, c'est... En tout cas, moi, ça me fascine déjà en partant. Et dans la nature, on va l'appeler nous nature, OK? Dans la nature, et en même temps, j'aime pas dire le mot nature parce que le mot nature a été comme, je dirais, développé pour que nous, l'être humain, il y a des insectes, il y a du vivant, c'est ça. OK, pour que nous, en disant, il y a la nature puis il y a les humains, ça nous met dans un état de supériorité et le danger, c'est qu'on peut l'exploiter. C'est ce qu'on a fait, en fait. On s'est vu séparés de la nature. C'est ça, on s'est vu vraiment séparés. OK? Puis c'était volontaire. C'était vraiment pour l'exploiter, pour avoir le droit de l'exploiter.
Bien, en fait, je trouve qu'on est en train d'apprendre une grande leçon d'humilité présentement. Vous parlez d'Autochtones tantôt. Ben oui. Présentement, on est tout en train de réapprendre. Oh, qu'on a à apprendre des Autochtones, hein? Oui. S'il y a bien un peuple qui était en interconnexion et qui honorait la nature et qu'on a tout à apprendre, en fait. Ouais. Mais en fait, tous les peuples premiers. Oui, et il y en a les Premières Nations. Et il y a très peu de peuples premiers ou de Premières Nations qui n'ont pas été acculturés, qui n'ont pas été comme extirpés. Même pendant la pandémie, je pensais à justement mes amis Inuits de la Romaine, de Unamenchipu, où je suis allée, là, j'ai formé quelques-uns, mais j'aimerais ça continuer. C'est que je réalisais pendant la pandémie, nous, on nous confine. Et en nous confinant, ça a créé de très gros problèmes d'alcoolisme, de féminicide, puis de sentir c'est quoi être confiné. Oui. Eux, ça fait combien de générations qu'on les confine dans leur communauté, puis qu'on leur dit quoi faire. Oui. Donc, eux, ils sont confinés, puis après ça, on va leur dire, bien, ils souffrent d'alcoolisme, de toxicomanie, c'est des batteurs de femmes, tous les stéréotypes, là, puis je le dis, là, puis ça me fait de la peine de me dire, bien, c'est parce que c'est à cause de nous. Ben oui, c'est des symptômes d'une souffrance qu'on a causée. Exactement. Tout à fait. Et c'est la même chose quand les êtres humains se sont vus détachés de cette nature. On fait partie du vivant. Oui. Et il y a une dame dans une conférence, je m'en souviendrai tout le temps. J'étais en Belgique, puis après ça, je me suis dit, est-ce que c'est les expressions québécoises qui font que, pourtant, moi, je suis d'origine européenne en plus, fait que j'étais là, puis elle se lève, puis elle me dit, là, vous nous dites qu'on est déconnecté, puis qu'on n'est pas capable de se reconnecter, puis qu'on a vraiment besoin de vous. Ah, j'ai dit, c'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai dit, on nous a déconnectés, on nous a vraiment déconnectés, on nous a donné à voir et à penser autrement en se disant que nos valeurs n'étaient pas des valeurs que l'on peut tout seul observer dans la nature. Et si je reviens au shintoïsme dont je parlais tantôt, c'est que exactement ça, c'est que la nature, elle leur donne une façon de vivre. Quand on est assis puis qu'on regarde, on va voir des arbres qui sont tombés, qui sont morts, sont en train de se décomposer. Et à travers eux va vivre les champignons, des insectes. Puis là, il y a un arbre à un moment donné qui va pousser. Donc, de la mort, soi-disant, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Ben oui. Et on va comme accepter. Combien de fois j'ai des gens, souvent de mon âge, là, 65 ans et plus, que j'amène en forêt. Puis, après l'invitation à contempler, à prendre un moment avec soi, quand on va partager, ils vont dire mais c'est la vie et la mort, c'est le cycle. Puis il dit, je pense que j'accepte plus peut-être la mort un jour. Puis moi, c'est comme ça que je le sens. C'est qu'on sait qu'on n'est pas inutile. Pendant notre vie, on laisse des choses. C'est un peu ça que je veux faire, moi, j'avoue. Puis de l'autre côté, c'est d'accepter que c'est jamais terminé. C'est jamais terminé. Il y aura quand même toujours quelqu'un qui va nous succéder puis qui va... Je sais pas, moi, peut-être que ma petite fille, je rêve pas à ça, là, c'est pas une attente, mais va réaliser que d'aller trop vite, ben c'est pas concluant, puis c'est mieux d'avoir une forme d'émulation qu'une compétition. Puis peut-être qu'elle va réfléchir à ça un jour, puis elle va dire « Ah, c'est grand-maman Bébite », c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est grand-maman Bébite qui m'a dit ça un jour, sois plus lente. Peut-être, je donne un exemple comme ça, parce que tantôt je l'ai cité. Puis c'est ça, puis je ne suis pas contre la vitesse, je ne suis pas contre tout ça parce que, en fait, on a besoin de cet équilibre-là. Et là, il faut se rééquilibrer. Il faut juste se reconnecter un peu puis de dire, c'est peut-être trop d'être tout le temps sollicité. C'est un peu ça, parce que c'est notre système, c'est une activité du lobe frontal qui prend tout. Puis moi, j'en ai subi les conséquences. Et je pense que maintenant, je sais qu'il faut que je me déstresse, puis que là, c'est plutôt le système parasympathique, le nerf vague, être en contemplation, être en fascination, puis de laisser tomber le fameux multitâche. Moi, là, qui n'est pas bon pour le cerveau. C'est très mauvais. Oui, tout à fait. Très mauvais d'avoir plutôt une conscience, une concentration d'une conscience, puis d'être dans la fascination.
Et il y a une satisfaction après. Il y a une très grande satisfaction. Puis, ça nous amène aussi une forme de quête de spiritualité qu'on a peut-être perdue aussi. Oui. De ne pas dire que Dieu, c'est l'argent ou la compétition. Le pouvoir, oui, tout à fait. Ouais. Puis il y a quelque chose qui monte beaucoup, tantôt quand vous parliez du cycle de vie, de mort. Puis c'est drôle parce que ma formation Renaître à soi, c'est vraiment ça, hein? C'est d'honorer cette cyclicité-là à l'intérieur de nous, puis d'accueillir chacune des saisons. Mais aussi, ce qui montait, c'était tout le donner et le recevoir en équilibre. Ouais. Puis c'est ça aussi, je trouve, que la nature nous apprend. Tu sais, présentement, on est sur une branche morte qui, justement, grâce à cette branche morte-là, les champignons vont pouvoir prendre vie. Ouais. Il y a des insectes qui vont faire leur œuvre. Et là, ça va devenir du compost pour la terre. Les feuilles, il y a plein de feuilles mortes actuellement qui sont tombées. Oui. Ça devient un compost pour la terre pour que la forêt puisse se régénérer. Donc, et ça nous apprend... Puis, je fais encore un lien avec Pastel Fluo, tu sais, le podcast, c'est renaître à soi et changer le monde à sa façon. Donc, c'est vraiment la dimension intérieure de se retrouver, de se reconnecter à son essence pour ensuite redonner notre lumière au monde, puis léguer quelque chose. Et que justement, quand on arrivera à la fin de nos jours, à la fin de notre vie, sur notre lit de mort, bien, de se dire, bien, j'ai contribué à ma façon, hein, parce que c'est souvent un des plus grands regrets de fin de vie, ça. Donc, je trouve que la nature nous amène justement à donner et à recevoir en équilibre. Oui. Et souvent, en tout cas là, je parle beaucoup pour les femmes, on est beaucoup dans le donner, puis il y a quasiment on valorise beaucoup le donner, puis je ne sais pas si c'est notre passé judéo-chrétien, ou, non, mais c'est vrai, mais la nature nous apprend à être en équilibre, puis quand on vient s'immiscer dans la forêt, prendre un bain de forêt, pour moi, c'est comme goûter au potentiel de la forêt. Hein? Le Shinrin-yoku, c'est pas juste d'être en forêt, c'est de se laisser. Mais je trouvais ça beau tantôt quand vous disiez que pour eux, Shinrin, la nature n'existe pas parce qu'ils ont comme ils ressentent ça comme une globalité, puis ça vient s'imprégner en toi. Mais c'est vraiment ça. Maintenant, quand on prend un bain de forêt, c'est un espace pour recevoir. Oui. Puis on a à apprendre à recevoir. Oui, ça c'est important. Ouais. Quelquefois, j'ai des participants, puis je leur offre, c'est une invitation, ils peuvent refuser, là, mais et je leur demande, par exemple, de s'installer sur le bord d'un ruisseau comme ça, puis de contempler. Bon, premièrement, il y en a qui vont dire, c'est quoi contempler? Tu sais, ils se posent des questions. Fait que je les aide un peu. Fait qu'il faut que je brise ça, là, parce que, tu sais, juste contempler, mais c'est quoi ça, contempler? On sait plus c'est quoi être contemplatif. Mais oui, on n'arrête plus. Fait que là, je leur suggère quand même des choses sans induire, parce que je veux qu'ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Et là, je leur dis, bien, vous avez de l'eau. Prenez le temps de l'écouter. Écoutez ses variations. Puis après, de réaliser notre rapport qu'on a à l'eau, puisqu'on est fait de liquide. À 70 à peu près. Ah, mais là, moi, je parle plus de pourcentage. Non, et la raison, non, mais c'est bon. Parce que si je dis un pourcentage, il y en a qui vont dire « Ah non, moi, j'ai lu qu'il y a aussi les liquides, il y a les liquides, et donc on serait même à 89. » Ils les ramener dans leur tête. Fait que là, on ne veut pas. Fait qu'on ne parle pas de pourcentage. Mais il y en a sûrement qui y pensent, mais ils ont déjà... Quand on est rendu à la contemplation, ils ont un peu déjà compris qu'on ne veut pas être dans nos connaissances. Fait que c'est très drôle. Et là ils vont lâcher prise, puis ils vont s'installer. Puis peut-être qu'ils vont dire, OK, c'est quoi mon rapport à l'eau? Mais après, ça va partir. C'est comme une méditation, ça va partir, puis ils vont juste être là. Et enfin, ils vont réussir à décrocher. Mais ça arrive des fois qu'ils ne décrochent pas. Fait que moi, je les regarde, je les observe, puis je sens que ça prend du temps. Bien, je vais leur donner un 5 minutes de plus, un 10 minutes de plus. Puis à un moment donné, ça va se produire. Oui. Oui. Il faut vraiment être à l'écoute de ces gens-là qui veulent quand même. Hein. Ils veulent, mais c'est dur pour eux. Mais c'est qu'on vit tellement dans notre tête. Oui. On apprend depuis qu'on est à l'école, depuis qu'on a 5 ans à vivre dans notre tête. Là, tranquillement, ça commence à changer. Là. Les jeunes, il y a des écoles de la forêt. Il y a des écoles de la forêt. Mon fils est dans une école, c'est ça. Ils ont beaucoup de temps en nature, mais c'est vraiment, on est au tout début. Mais en fait, je trouve que le Shinrin-yoku nous réapprend presque à vivre, je dirais. Bien, moi, je pense que oui. Hein? Ou en tout cas, écouter notre corps, pas comme ça, là, comme les blagues des humains. On va écouter notre corps. Mais oui, écouter un peu plus. Et c'est pour ça que quand les gens ils disent « je ne sais pas pourquoi, je sais que la nature me fait du bien »,
je ne veux pas prendre le temps d'expliquer ça scientifiquement, je pourrais le faire, là, je pourrais faire la liste des bienfaits, puis les liens. Ce qui est quand même important, c'est de se laisser inviter par la nature à des moments quand même particuliers si on va aller chercher le maximum. C'est vraiment cette contemplation, cet arrêt. Marcher lentement, prendre le temps de respirer, de réaliser c'est quoi ma respiration à moi sans que ce soit quelqu'un qui nous montre à respirer. Mon rythme. C'est quoi mon rythme à moi? Comment je respire? Des fois, je fais traverser les gens, il y a comme une sorte de prairie où de chaque côté, il y a des fleurs, puis je me dis, c'est comme une allée royale qui vous reçoit. Puis respirer, puis après ça, continuez à respirer, peut-être juste toucher à certains endroits de votre corps, est-ce que vous, tu sais, sans vous poser trop de questions, mais varier les endroits, puis vous-même, vous allez avoir une réponse. Je respire plus par en haut, je respire plus par le ventre, par le côté, par le dos. Et quand vous allez rentrer dans la forêt, est-ce qu'il y a un changement? Puis, j'avais un participant la semaine passée, je leur ai proposé ça. Puis, quand je lui ai demandé, alors, comment ça a été? Est-ce que vous avez réalisé quelque chose? Est-ce que vous pourriez nous partager? Il dit, moi, une fois que j'ai senti que je respirais, c'était le plus important, que j'ai senti que je respirais. J'ai laissé tomber à savoir où je respirais. Et là, j'étais tellement heureux. Habiter sa respiration. Oui. Pleinement. Puis rentrer dans la forêt, puis bon, après ça, je les amenais à un arbre remarquable, que je trouve moins remarquable. Puis là, d'aller voir comme, tu sais, comme là, c'est comme il se remplissait de cette énergie du lieu, puis bon, il y en a qui se précipitaient, il y en a qui avaient comme, moi, j'ai une sorte de respect devant ces arbres-là. Des fois, je sens que je ne dois pas trop m'approcher, c'est moi. Je vais juste être là, puis me dire, je t'honore d'être là encore, tu sais. Oui, c'est ça. Ça me touche que vous dites ça, parce que quand j'ai... Bien, c'est ça, j'ai vraiment commencé à lire énormément de livres sur les bains de forêt. Puis moi, je suis très passionnée dans la vie. Fait quand je plonge dans un sujet, je plonge. Et je regardais les arbres dans ma cour chez moi. Puis j'ai fait chacun des arbres, puis je les remerciais de partager la terre avec moi. Mais tu sais, avant, c'était beau, c'était des arbres dans ma cour. Là, c'était comme, hey, j'ai des gros pins là, sur le côté de ma maison. Puis c'était vraiment ça, c'était de les considérer en fait comme des êtres, hein? Des êtres à part entière. Puis de leur dire merci, tu sais, merci de partager la terre avec moi. Merci c'est tellement beau. Dans mon salon, je regarde dehors, j'ai des arbres. Oui. C'est beau ça m'apaise, juste même quand je suis dans mon salon, sur mon divan. Puis même pour ce qu'ils font aussi au niveau de la pollution. Hein? Donc les arbres, on le sait maintenant, je veux dire, si on veut éliminer la pollution, plantons des arbres. La chaleur, les îlots de chaleur, les arbres. Oui, il y a plein de raisons de prendre soin des arbres, mais de tout ce qui les entoure. C'est pour ça que moi, j'utilise pas le mot bain de forêt parce que ça a été comme une expression dite pour expliquer qu'est-ce que ça voulait dire Shinrin-yoku. Okay. Puis oui, en fait, comme je disais tantôt, le pictogramme avec les idéogrammes, il y a les fameux arbres, il y a les grands puis les petits, fait que c'est plus un environnement forestier, donc c'est la nature au complet. Avec un grand N, là. Oui, avec un grand N. Oui. Et puis, l'arbre, si on le regarde, l'idéogramme de l'arbre, en fait, à la différence de l'être humain, qui est comme ça, puis l'arbre, lui, il est planté. Donc, il est considéré comme le grand être immobile. Et donc, sage. On parlait de sagesse juste avant. Ah, c'est vrai. Ça dégage la sagesse. Et on regarde toutes les lignes. Il y a le Dieu, il y a aussi comme un Dieu, ou le grand être humain, mais grand être. Celui qui est grand et qui est, c'est comme un sage. Puis après, quand on met le fameux bâton au centre, là, la ligne au centre, c'est parce que lui est immobile. Mais c'est la seule différence entre un arbre puis un grand être. OK? Et donc, ça veut dire que l'être humain est compris dans cet environnement-là. On fait partie de ça, on fait partie du vivant. Les Japonais ne nous ont pas déconnectés. Eux, on est dedans. Et ça, c'est le Shinrin-yoku qui pratique depuis des générations. Pour eux, si on rencontre un Japonais, puis il y a combien de personnes qui me disent des fois, Bernadette, tu ne fais pas du vrai Shinrin-yoku, ça c'est autre chose, je peux aussi l'expliquer.
c'est parce que eux, ils vont souvent le dimanche sur le site d'un sanctuaire ou d'un temple bouddhiste, mais ils sont shintoïstes à l'origine de par leur naissance. Mhm. Et ils peuvent être aussi et pratiquer le bouddhisme en même temps. En tout cas, c'est particulier aux Japonais. Et là, ils vont en famille ou ils vont avec des proches ou des amis. Puis des fois, ça peut être des collègues aussi, OK? Parce qu'ils sont beaucoup, tu sais, le bureau et tout ça. Mais généralement, le dimanche, c'est en famille. Donc, tu as l'ancêtre, tu as l'aïeul, tu as les parents, tu as les enfants qui jouent un peu partout. Puis ce qui est étrange au Japon, puis ça, je raconte toujours ça, c'est que j'ai pas entendu les enfants crier. Ils jouent, ils sont heureux, ils parlent un peu fort, ils rigolent, mais ils ne dérangent pas. C'est un peu comme les oiseaux, là, tu sais, qui sont tout énervés. Pour moi, c'est la même chose. Et là, ils sont sur le site et tous les temples et tous les sanctuaires sont entourés de forêts puisque la nature est leur dieu. Donc, c'est la forêt. Et les forêts au Japon, j'ai jamais été au Japon, mais j'ai vu des photos et... Oui. Wow! Bien, il y a des forêts replantées comme chez nous, OK. ou des fois, il y a des gens qui disent « Ah, comment? » Mais bon, il y a quand même des très belles forêts. Parce que les photos que je voyais, je me disais... Mais moi, je ne suis pas jalouse de leur forêt. Non. Bien, en fait, c'est sûr que les grandes forêts de séquoia qui sont en train de brûler, d'ailleurs, parce que c'est comme des grandes forêts, justement, de séquoia ou de cèdre ou de... Bon. Par contre, nous, on a la diversité. Et c'est beaucoup plus riche. Dans les préceptes même du Shinrin-yoku, c'est plus riche d'avoir de la diversité, fait qu'ils nous envient un peu, je pense. Ouais. Mais il reste que, bon, eux, c'est la grandeur, c'est la dimension des arbres. On est comme dans des forêts cathédrales qu'on va appeler nous. Eux, c'est comme des temples puis des sanctuaires. Donc, un sanctuaire dans un sanctuaire. Et dans cette forêt-là, je vais donner un exemple assez simple. Admettons que le fils se promène puis il va juste dire... Parce qu'eux, ils sont beaucoup dans les onomatopées. C'est comme ça, là. Puis à un moment donné, il va dire « Ah, j'ai eu quelques difficultés avec un collègue au bureau cette semaine. » Continue à marcher. Là, je stéréotype un peu, là, c'est juste pour expliquer c'est quoi le Shinrin-yoku. Et là, un peu plus loin, peut-être le père ou le grand-père va dire « Regarde ces deux arbres-là, ils ont l'air de collaborer. » Il ne va pas dire quoi que ce soit, il ne va pas conseiller. Il va déposer. C'est ça, puis c'est comme pour dire, bien, peut-être que tu devrais aller lui parler, puis peut-être que vous pourriez collaborer puis trouver un terrain d'entente. Donc, il y a une écoute, puis c'est ça le Shinrin-yoku que l'on pratique, c'est qu'on a une écoute. On n'a pas de jugement, on n'a pas d'attente, il n'y a pas vraiment de questions. On partage ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu. Et en écoutant les autres, on a peut-être des réponses. En regardant ce qui se passe dans le vivant, on a peut-être des réponses. Puis on peut avoir des réponses très profondes, le plus spirituel. D'où je viens? Bien, je viens de peut-être la petite graine, puis qui a poussé à travers un arbre mort. Puis où je vais, bien, c'est cet arbre-là mort. Mais je donne la vie quand même si je suis mort. Où j'ai apporté quelque chose de mon vivant qui va rester. Donc, il y a toute cette sagesse qui inculque le fameux vivant et je trouve ça vraiment important. Ça, c'est le Shinrin-yoku. Si j'arrive, moi, au Japon, puis j'arrive dans un office de tourisme et je dis « j'aimerais ça que vous me conseillez une forêt où je pourrais pratiquer le Shinrin-yoku. » Là, ils sont tous énervés, ils sont tellement contents. Là, ils vont me désigner des forêts pas loin, facilement accessibles. Il y a une diversité, il y a des animaux, il y a des chevreuils et tout. Et là, ils vont... et c'est tout. Puis là, tu te dis, bien, est-ce qu'il y a un guide? Parce que moi, au début, c'était ça, est-ce qu'il y a un guide? Oui. Ah non. C'est un lieu où on peut faire le Shinrin-yoku. Tu sais, c'est comme pour eux, un guide, c'est quoi ça? Parce que pour la majorité des Japonais... La forêt et le guide en soi. Exactement. Soit à l'écoute, mais quand même en groupe. Oui, OK. Ils sont très conscients que le groupe a son importance. C'est pour ça que quand on me dit des fois, j'aimerais ça, faire un Shinrin-yoku individuel, j'ai dit ça,
c'est pas l'idée en arrière de ça. On peut le faire seul. Oui, ça me fait du bien, moi, de me faire, on appelle ça d'entre nous, on se fait un Shinrin-yoku. Oui. Je veux me faire du bien. Oui. Je préfère être invitée dans un groupe. Ah, mais c'est drôle, hein? Moi, je n'ai jamais vécu dans un groupe, donc là, ça me donne vraiment le goût. Qu'est-ce que ça... C'est quoi? C'est-tu le rapport à l'interconnexion, justement? Parce que de ce que je lisais, c'est une pratique, même en groupe, qui se fait quand même individuellement. Oui. OK. Oui. Ben, en fait, pourquoi le pratiquer en groupe? Je vais donner un exemple peut-être un peu fort et un peu raide, je dirais. C'est que si jamais on est dans dans une épicerie, puis un cambriolage, OK? Puis que, il se passe quelque chose, les gens qui sont présents puis qui ont vécu cet événement-là, naturellement, ils vont créer un groupe. Ils vont avoir vécu quelque chose, ils vont pouvoir l'échanger. Et ils vont se faire du bien en échangeant. Et ça va être leur thérapie. OK? Que tout seul, aller voir un psychologue, dire « je suis traumatisée », il y aura moins de résultats. Il y en a quand même, là, je ne dis pas qu'il y a des psychologues qui ne sont pas capables de régler le problème du traumatisme d'un cambriolage. Non, mais je comprends. D'écouter l'autre, ça peut te ramener à des prises de conscience. Oui, puis en plus, ce que toi, tu as vécu, tu n'étais pas au même endroit, tu n'as pas vu exactement les mêmes choses. On a toute une multitude de facettes. Alors, quand on est ensemble dans un groupe à suivre des invitations que le guide propose en fonction de la nature, puis en fonction du groupe aussi, il faut vraiment que ce soit à l'écoute du groupe. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est je vais faire attention de voir, je vais porter attention de voir si tout le monde est vraiment dans une contemplation, puis si je dois ajouter 5 minutes, bien, j'ajouterai 5 minutes, puis il y a quelque chose que je vais peut-être laisser tomber, c'est pas grave. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est d'être entré dans cette invitation. Expérience-là. Okay. Je trouve que ça revient aussi au donner et recevoir. Hein? On reçoit de la forêt, parce que chacun partage, remet une pépite de son expérience qui va venir enrichir les autres. Oui, et ça fait écho. Parce que des fois, on va dire brièvement, en une phrase, des fois en un mot, en plusieurs mots, plusieurs fois. Il y a plusieurs façons de partager. Selon le type d'invitation aussi, puis le temps qu'on a, mais là, je ne voudrais pas que ce soit toujours juste un mot. Là. Surtout au début, je pense que les gens ils ont besoin de parler, puis à la fin. Mais dans le partage, admettons que moi, j'ai dit « j'ai une forme de calme, puis je viens enfin de comprendre quelque chose. » Puis là, une dame plus loin dit autre chose, et qui, pour moi, ben oui, moi aussi, je l'ai ressenti, mais je ne l'ai pas dit. Ou je ne l'ai pas conscientisé encore. Donc, ça fait écho. Fait que ça augmente. Tandis que tout seul, tu vas peut-être juste dire quelque chose, quelques éléments, mais tout ce que tu as vraiment ressenti, les autres vont peut-être l'exprimer. Puis ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus constructif. En fait, pour moi, le participant, il construit son bien-être avec les autres. Et il y en a qui ne veulent pas partager. Puis ça va. Généralement, à la fin, ils vont finir par partager. Parce qu'ils vont avoir écouté les partages, puis ils vont dire, bien, moi aussi, j'ai envie d'offrir quelque chose au groupe. Une offrande, oui. Oui, parce que c'est d'offrir. On va sentir que c'est pas partager un ressenti, c'est pas ton ego et tout ça. Non, c'est de dire, hey, moi aussi, je vais offrir ça. Je vais vraiment l'offrir pour construire encore quelque chose de plus fort, de plus puissant. Puis c'est vraiment très, très beau. Vraiment très, très beau. Fait que le groupe est important. En fait, c'est ça, tu sais, je ne veux pas le décortiquer scientifiquement, mais la façon dont une séquence est faite, surtout dans le Shinrin-yoku, là, je dis ça parce qu'il y en a qui offrent du bain de forêt, il y en a qui n'ont jamais été formés, puis ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cette volonté de partager les bienfaits, mais il leur manque des choses qui sont essentielles. C'est-à-dire que dans une séance de Shinrin-yoku, le guide doit tenir compte de certains types d'invitations. C'est comme la contemplation est importante ou méditation. C'est pas toujours tout le monde qui est capable de méditer. Donc, des fois, c'est d'amener une réflexion. Une question, c'est quoi ton rapport à l'eau? OK? Donc là, il y en a qui vont rentrer en méditation. Il y en a qui vont juste contempler, puis il y en a qui vont juste réfléchir. Mais cette invitation-là, elle est comme obligatoire. OK? Ralentir, c'est obligatoire. Puis quand je dis obligatoire, même si c'est suggéré, les gens vont le faire automatiquement. Mais ralentir apporte tel bienfait. OK?
prendre le temps de se reconnecter à certains sens. On en a 9 sens. Ah! Oui, on n'en a pas juste 5. Ils sont reconnus scientifiquement en plus. Ah, ben là, dites-moi ça, parce que moi, j'avais lu justement quand je lisais sur les bains de forêt, les 5 sens, et le 6e qui était comme l'intuition, la connexion plus grand que soi, mais là vous me... OK. Puis, il y en a 3 qui me manquent. Ah oui, mais en fait, l'intuition et l'instinct, c'est 8 et 9, justement. OK. Et ça, ce n'est pas accepté partout en Occident. Hein, l'instinct, puis l'intuition. Être intuitif, en psychologie, on commence à parler de la psychologie et de laisser aller son intuition. Ouais. Par contre, l'instinct, c'est animal, puis on ne veut pas être des animaux. Notre morale humaine, hein, donc, il y a comme un blocage là, à ce niveau-là. Oui. Ah, mais c'est là. C'est-à-dire qu'on propose des invitations et ce que l'on va accepter d'être et non pas de faire. Pour moi, c'est important. Il y a des gens qui pratiquent les bains de forêt ou le Shinrin-yoku. Ils disent qu'ils font du Shinrin-yoku, ou alors les bains de forêt puis la sylvothérapie. Ils vont faire des collages d'invitations ou des collages d'activités qui n'ont pas un lien. C'est bien où on est en forêt. La majorité, on va chercher quand même beaucoup de bienfaits, mais on ne va pas chercher le maximum de ce que ce lieu-là t'offre. Oui. Juste regarder à travers les feuilles, toutes les tonalités des verts. Ici, la forêt, pourquoi je l'aime, c'est qu'il y a du brun, il y a du vert, puis il y a du bleu. Hein? Et j'avais lu dans un livre sur les bains de forêt, je pense que c'était Ching Li, que vous avez, qui est le grand spécialiste du monde, en fait, sur les Shinrin-yoku. La vedette. C'est la vedette. Mais de ce que je comprends, c'est que c'est vraiment lui qui porte un peu tous les projets un peu scientifiques en lien avec... Oui, c'est plus Miyazaki, mais Ching Li, je pense que, premièrement, il est chinois, qui vit au Japon. Oui. Okay. Ouais, il est chinois et il vit au Japon. Oui. Et il a travaillé à partir des fameuses recherches des années 80. Puis, en fait, c'est le premier à oser, comment je pourrais dire, éditer ou faire éditer des recherches en les expliquant. Oui. Puis, on ne connaît pas beaucoup le premier livre qui a été édité grâce à Ching Li. C'est vraiment, ça s'appelle Forest Medicine. Et ce livre-là, c'est vraiment... Il introduit la recherche, après ça, on lit toute la recherche avec les résultats, puis il va conclure en commentant. Puis il peut dire, je comprends que l'échantillon n'était pas suffisant, Bon, ça, c'est le premier livre. Après ça, il a voulu expliquer ce que c'était le Shinrin-yoku. Je crois foncièrement que les Japonais n'auraient pas voulu trop publiciser. Ah ouais? Oui, je pense qu'ils étaient un peu gourmands. Ils voulaient garder ça pour eux. Ah oui? Oui, mais tu sais, dans le domaine scientifique. Et que lui, il a annoncé au monde. Oui. Puis ce qu'il a annoncé au monde, c'est la découverte des fameux phytoncides. Oui! OK, ça, c'est une autre affaire. Attendez, juste avant d'aller dans les phytoncides, je veux juste, parce que je me dis, bon, les gens qui ne sont pas du tout familiers, oui. Je veux juste comme revenir un petit peu en arrière. Dans le fond, dans les années 80, et les Japonais travaillent vraiment beaucoup aussi, puis on le sait, ils sont très épuisés. Puis de ce que j'avais lu, c'est que les médecins avaient dit aux gens, là, allez dans la forêt. Et quand ils ont vu à quel point il y avait des bienfaits, et là, je crois que c'est là que Ching Li a dit, bien, on va commencer à faire des recherches pour comprendre au niveau scientifique. Non. C'est pas ça. Ah non, c'est trop drôle. Non, pas du tout. C'est ça, j'avais lu. En fait, déjà dans les années 50, les Japonais, puis même l'Institut de cardiologie de Montréal, OK, avait compris pourquoi tous les problèmes de santé publique, OK? Puis il n'avait pas tout de suite mis la forêt là-dedans. Là. C'était, on a des problèmes de santé. Donc, il faut faire de l'exercice, il faut arrêter de boire, il faut arrêter de fumer, puis il faut bien manger, OK? Pour tous les problèmes de santé publique. Dans les années 80, et les cardiologues de Montréal, François Rives ou d'autres pourraient le dire, comment ça se fait que sur nos tables d'opération en tant que cardiologue, on a un jeune homme de 30 ans qui a des problèmes cardiaques, qui s'entraîne, qui est mince, qui mange bien, qui ne fume pas puis qui ne boit pas. Comment ça se fait qu'on a ça?
Et là, c'est le stress. Mm-hmm. Dans les années 80, c'est la découverte des maladies reliées directement au stress. Ben, c'est ça. Dans le fond, de ce que j'avais lu, c'est que les Japonais étaient tellement stressés de par leur travail. Ah, ben oui, de ça, les villes, les mégapoles. Exact. Okay. Même, j'avais déjà vu là, des lits, là, tu sais, dans des petites sections. Il y là, en a qui couchent dans leur voiture. Il y a des jeunes encore aujourd'hui qui ont tout dans leur voiture. L'Internet et tout ça, l'imprimante et tout. Exact. Oui, le travail est très... Mais moi, c'est ça, j'avais lu que devant le niveau de stress, justement, les médecins avaient dit « Allez vous promener en nature ». Et là, de voir tous les bienfaits sur la santé mentale, la santé physique, là, les recherches scientifiques ont commencé. Non, c'est pas ça. C'est ça, c'est que le constat, c'est qu'on a ça, on a des problèmes reliés au stress, on a des problèmes de santé reliés au stress, mais comment ça se fait que ces gens-là sont urbains? Comment ça se fait que si on regarde statistiquement ceux qui sont beaucoup plus éloignés, ou ceux qui pratiquent le Shinrin-yoku, il y en a moins. Je comprends. C'est la même chose ici. Les gens qui habitent en banlieue, les gens qui ont accès, qui vont souvent se promener, qui ont un contact avec la nature. Fait que oui, ils ont réalisé que la nature, c'était bon. Mais comment dire aux gens, au Japon, c'est facile de dire aux gens, la nature est plus grande que toi, puis parce qu'ils sont shintoïstes. Fait que c'était facile. Et ils se sont fait reprocher, les Japonais, donc les Allemands, les Suédois, tout ça, leur ont dit, ben oui, mais c'est normal, vous êtes shintoïste. Fait que pour vous, tu sais, dire aux gens, retournez à la nature, changez un peu le rôle de vos forêts, au lieu de juste les exploiter, y aller plus souvent, inciter les gens à y aller. Ils étaient déjà dans cet esprit. Eux étaient déjà dans l'esprit. Et là, on a dit aux Japonais, ben c'est facile parce que vous êtes shintoïste. Et encore aujourd'hui, si on pose la question à Chin-Lee, est-ce qu'il y a de la spiritualité? Il va dire non parce qu'il veut démontrer que oui, les recherches l'ont prouvé. Je comprends. Et un Japonais va dire « interesting ». Il dit ça. Quand il dit ça, il faut vraiment faire attention. Interesting? Ah oui, c'est intéressant. De la façon dont il a dit « interesting ». Ils sont beaucoup dans « so desu ne ». Ils sont vraiment comme « OK, là, tu mets au défi ». Okay. Et c'est pour ça qu'ils ont initié des recherches, pour prouver au monde qu'ils avaient raison, pour prouver que eux, intuitivement, instinctivement et spirituellement, ils savent que la nature est bonne. Puis maintenant, on vient nourrir l'esprit en apportant des preuves scientifiques. Exactement. Je comprends. Puis là, ils ont découvert les fameux phytoncides. Ça, c'est un scoop. Là. Moi, j'appelle ça un scoop dans le sens que je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ça. De dire, hey, quand on respire les phytoncides et pas n'importe comment, là, c'est un jeune Coréen qui a prouvé que si je respire par la bouche ou les pores de peau, parce qu'au début, les premières recherches, c'est ça, puis ils continuent à faire leurs recherches. Puis là, ben, les Allemands, les Suédois, les Américains, les Canadiens de la Colombie-Britannique, il y a plein d'équipes là, qui ont continué. Il y a plein de nouvelles recherches. Tu sais, moi j'ai les vieilles recherches là, des années 80, mais j'ai été invitée par Infom à donner une conférence au mois de mars. Et qui est Infom, c'est comme International Forest and Medicine. C'est ça, oui, c'est ça, qui chapeaute. Exactement. Okay, qui chapeaute vous êtes ça. présidente au Canada de ça. Je suis présidente au Canada, puis je suis membre du comité scientifique là-bas. Au Japon. Au Japon. Parfait. Donc, oui, parce qu'ils m'ont reconnue, en tout cas, c'est un peu compliqué, mais j'ai été honorée. Et oui, mais c'est beau. Parce que c'est une femme, parce que je suis occidentale, parce que je ne suis pas japonaise. Il y a tout ça qui fait que, wow, tu sais, au début, quand il y en a qui disent, ben, t'es pionnière, j'avais de la difficulté à porter ça comme responsabilité. Aujourd'hui, oui, OK, je suis pionnière. Oui, avec parce que je veux le partager. Oui, tu sais, oui, puis vous êtes habité aussi de toute la conscience, puis les sources, puis les racines japonaises, donc l'esprit japonais, pour pas dénaturer ça non plus. Ni le dénaturer, ni faire de l'appropriation culturelle, parce que ça c'est un grand questionnement chez moi. Je comprends. Et puis pour moi, quand j'ai rencontré Chin-Lee en 2017, je lui ai demandé la permission de l'appeler Shinrin-yoku et de ne pas le traduire, parce que j'avais compris que la fameuse traduction qu'ils avaient donnée de bain de forêt n'était pas juste. Puis, j'essaie, tu sais, je dis toujours... Je peux juste replacer votre micro. J'ai comme une petite peur que ça frotte. OK.
Hein? On est juste nous deux, on n'a pas d'équipe présentement. Fait que là, Ça va. je check la technique en même temps. C'est bon. OK, pardon. Euh, Mais vous avez demandé la permission parce oui, que bain de oui. forêt, pour vous, c'est pas la bonne traduction. Non, parce que, en fait, je comprends pourquoi ils l'ont nommé, mais ils l'ont nommé comme par association. C'est que, là, pour moi, ça va être un scoop, là, ce que je vais dire. Hein? Non, mais je vais essayer de... Oui, parce que j'aimerais ça, des fois, le déposer, comme une marque déposée, ce que je vais dire. C'est que, bon, moi, je garde Shinrin-yoku parce que c'est ce que je pratique. Ouais. OK? Et que j'ai compris c'était quoi la pratique du Shinrin-yoku, développée dans les années 80, appliquée au début, en 1999, puis après, ils ont vraiment formé des guides en 2009, puis maintenant, il y a des guides. Mais au Japon aussi, il y a des formations différentes, puis il y a des guides qui c'est plus ou moins aussi du Shinrin-yoku. Hein, il faut vraiment... être honnête avec ça. Il ne faut pas penser que le Japon, là, il est parfait, il est pur, puis que c'est... Oui, parce qu'il y a toujours des gens qui sont opportunistes. Il y a quand même un mouvement autour du Shinrin-yoku présentement. Puis il y en a qui sont comme... Mais exactement comme avec la sylvothérapie ou ceux qui disent qu'ils font du bain de forêt, OK, ou qui forment en bain de forêt ailleurs dans le monde. Je ne suis pas contre eux, là. Je ne veux pas dire que j'ai le savoir infus. Ce que je veux dire, c'est que ils ont pris cette opportunité, OK? Et ils veulent faire du bien aux gens. La seule chose, c'est qu'ils ont développé comme des structures ou des séquences qui sont toujours la même. Puis des fois, j'entends, du moment que tu les amènes dans la lenteur puis à la reconnexion au sens, puis à la fin, tu fais une clôture entre les deux, tu peux inviter à n'importe quoi. Moi, je me dis non. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, parce que je l'ai regardé. Moi, la formation, c'est une formation qui m'intéresse. Je sais qu'elle est pleine pour encore un an, mais c'est comme 135 heures. Donc, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est même plus, là, c'est même plus. Mais c'est ça. Donc, il y a vraiment en fait, ce qui montre, c'est un grand respect pour la profondeur de la pratique. Oui. Mais puis, je ne veux pas me comparer à d'autres, parce que moi, j'ai été suivre la formation d'Emma Clifford. J'ai absolument rien contre cet individu, cet homme, cet être, OK? Je pense que ce qu'il a voulu faire, c'était excellent, mais de dire entre le début puis la fin, une fois que les gens sont ont initié leur système parasympathique, leurs nerfs vagues, qui sont vraiment au ralenti, qui respirent mieux, pas toujours, entre les deux, on peut faire n'importe quoi pour qu'ils se reconnectent. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça, c'est mon côté scientifique. J'y peux rien, là. Ça c'est vraiment ça. Spirituel, je l'ai aussi. Mais pour moi, c'est important de dire, pendant qu'on est là, pendant les 3 heures, si moi, je peux leur offrir le maximum de bienfaits que la nature m'offre. OK? Puis d'être vraiment, et pas de faire. Puis je le répète tout le temps, c'est d'être avec ensemble et à partager, mais pas juste faire une activité puis un collage d'activités. Puis déjà, Emma a fait quelque chose d'extraordinaire avec sa façon d'initier puis de rentrer en contact, puis à la fin de clore, parce que c'est important. C'est un peu comme une séance de thérapie. Je veux dire, le thérapeute, là, t'es bousculé, là, tu sais, j'appelle ça la machine à laver, là, tout est là. Puis là, bye-bye. Non, il va dire, OK, je te conseille de faire ça cette semaine. Qu'est-ce que tu fais demain? OK, qu'est-ce que... Bon, de ramener la pratique. Oui, puis même, je trouvais que dans ma formation avec Emma, c'était pas très clair comment clore correctement, mais c'est ça. Puis il manquait plein de choses, mais il a eu le mérite de le faire. Fait que moi, je lui dois beaucoup parce que c'est grâce à lui que je me suis dit, OK, il y a des affaires qui ne me satisfont pas, c'est pas ça que j'ai compris, c'est pas ça que j'ai vu au Japon, c'est pas ça que j'ai vécu au Japon. Et là, j'ai continué à aller au Japon, mais j'ai continué à vivre d'autres choses pour être sûre que ce soit clair pour moi. Puis une fois que ça a été clair, quand j'ai rencontré Chin-Li, je posais même des questions. Puis l'eau, parce que pour moi, l'eau était essentielle. Puis la roche. Fait que lui, il me regardait, il dit, mais OK, toi, tu conçois que c'est pas juste les arbres, tu vas pas embrasser des arbres. Non. Je conçois qu'il y a les phosphores telluriques, qu'il y a les ions négatifs, qu'il y a les fréquences, qu'il y a tout ça. Fait que, tu sais, lui, là, il disait, OK, je pense que tu as compris. Toi, t'es vraiment... En fait, dans la matière, dans le visible, dans l'invisible, dans le macro, dans le micro, dans tous les éléments. C'est pas juste de se dire... puis
c'est ça, comme quelqu'un qui court en forêt, il en reçoit des bienfaits, là, juste parce qu'il voit du brun puis du vert. Parce que le brun, c'est ce qui materne, où on se sent comme coucouné. Puis il y en a qui vont dire un temple, un sanctuaire, et tout ça, c'est le brun qui apporte ça. Je sais que c'est décortiqué. Je sais que des fois, il y en a qui vont dire « Ah, laisse faire la science ». Mais quand j'amène les gens en forêt, là, je vais jamais, je suis dans mon lobe frontal là, pour dire « Ah oui, il faut qu'il soit brun, il faut qu'il soit vert ». Oui, si je désigne une forêt puis que je regarde les critères, je vais chercher ça. Oui. OK? Ça, c'est technique dans mon repérage. Oui. Mais une fois que je les amène, pour moi, c'est intégré, puis tout Il seul, ça vient. Oui. Tout seul, ça vient. Combien de fois j'ai une idée de ce que je vais proposer, parce que c'est des propositions, hein, des suggestions. Puis là, à un moment donné, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Bon, ça, je le cite souvent, à un moment donné, comme au loin, je voyais qu'il y avait juste des jeunes bouleaux. On était à l'automne, les feuilles étaient comme dorées, puis il y avait un rayon de soleil qui rentrait. C'était vraiment beau. Là, le vent se lève et là, toutes les feuilles commencent à tomber. Bien, j'ai laissé tomber, moi, mon ego de vouloir faire vivre quelque chose d'autre, parce qu'il y a ça aussi comme travail. Puis je dis, OK, on va. C'est à l'écoute. Oui. Puis là, c'est d'arriver, oui, c'est pas juste à l'écoute des participants, hein, de leur ressenti, c'est à l'écoute de la nature. Non, c'est ça, c'est que je trouve qu'il y a une grande partie intuitive c'est d'être vraiment. Oui. Une fois qu'on est dans l'expérience, c'est d'être vraiment, de se déposer dans le moment présent et dans l'écoute profonde. Puis je la vois encore, là, cette forêt-là. Hein. Dans ma tête, elle sera tout le temps là. Puis je suis convaincue que ceux qui étaient avec moi, c'est encore très présent. Puis justement, on a avancé tout doucement. On s'est installé. J'ai rien dit. Mais je suis sûre qu'on savait tous que ce qu'on attendait, c'est le prochain coup de vent. Ah ouais. Ça a pris du temps. Mais on était dans ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, puis là, on s'est dit, OK, on attend. Puis on en a eu un coup de vent, ça a pris du temps. Il y en a eu un coup de vent. Puis là, c'était comme... Puis là, on était là, parce qu'on entendait le bruit, ça faisait comme un ruisseau. On n'en avait pas de ruisseau à cet endroit-là, on n'avait pas d'eau. Et c'est comme ça nous a donné la possibilité de vivre comme s'il y avait en plus un ruisseau, comme si on avait une pluie de jeunes feuilles, de bouleaux dorés, comme des pièces de monnaie. Mais tu sais, je sais que ça fait un peu matérialiste, mais non, c'était beau. Puis je me dis, retourner dans cette forêt-là, je pense pas que je vais pouvoir leur vivre. Il faudrait vraiment là, que je reste là comme une caméra fixe qu'on laisse là, puis qu'on attend. C'était un cadeau du moment à cet instant-là. Oui. Puis on s'est donné le choix de s'asseoir puis d'attendre le prochain. Il y a peut-être des guides... Quand est-ce qu'on fait ça? Puis c'est ça, je trouve, qui est beau des Shinrin-yoku. Tu sais, habituellement, c'est un 3 heures. Oui. Et c'est ça, c'est quand est-ce qu'on fait ça? De mettre notre téléphone dans le fond de notre sac ou on laisse dans l'auto même, puis on arrête le temps. Oui. On prend le temps de prendre le temps et de juste se laisser déposer dans l'instant présent. Donc, même les gens qui ne pratiquent pas la méditation, c'est ça la méditation, en fait, c'est la présence, hein? C'est d'être pleinement présent aux sensations. Puis là, d'ailleurs, ça vient de me flasher qu'on n'a pas parlé des 7, 8, 9e sens. Mais je voudrais revenir sur quelque chose de vraiment important. Un jour, j'écoutais une émission, c'était Sonia Lupien, que j'ai essayé de rentrer en contact avec elle souvent, là, mais elle doit être occupée beaucoup. Oui, elle est bien occupée. Puis je conçois ça, mais là, c'était une émission avec elle, je devrais dire cependant, je déteste dire mais, quand je m'entends, c'est vrai, non, c'est cependant. Et j'ai pris en note, puis après ça, je suis retournée l'écouter, l'émission. Et elle parlait justement de quand on a ce multitâche où ça nous amène. Puis là, elle donnait comme exemple, dans la méditation, c'est bon, ou créer. Hein, créer une œuvre, t'es dedans, t'oublies de manger, t'oublies de boire, t'es là. Puis à la fin, ce qui a été plus important, c'est le processus. Oui, c'est pas tant le résultat que... Puis souvent, le résultat est plus ou moins important. Justement, quand tu es vraiment dans le processus de création, c'est le moment que tu passes à le faire, que ce soit 3 heures comme un Shinrin-yoku. Et c'est pour ça que je disais tantôt, on construit notre bien-être dans le 3 heures et le temps passe tellement vite parce que souvent, ils disent, on a terminé. Bien, ça fait 3h15 qu'on est ensemble. Hein? Pas déjà? Et les gens n'ont pas nécessairement faim, n'ont pas nécessairement soif.
Shinli, il dit de ne pas boire. Fait que là, tu te dis, hey, quand il fait chaud, là. Ah oui? Pourquoi? C'est un peu comme le yoga. En yoga, si tu te mets à boire, tu changes la température de ton corps et là, tu ne seras plus vraiment complètement, mettons, dans ta posture ou dans ta pratique. En Shinrin-yoku, si on se met trop à boire, bien là, moi, j'interdis personne de boire. Je leur demande toujours d'apporter quand même une bouteille d'eau. Mais moi, je ne bois pas. Et je ne ressens pas ce besoin de boire, à part si j'ai à parler. Comme là, je parle beaucoup. En Shinrin-yoku, je ne parle pas beaucoup. Là, on parle presque pas. Mais je ne ressens pas la soif. Je ne ressens rien. Puis quand j'ai terminé, bien là, on finit par la fameuse cérémonie du thé avec la petite collation. Cérémonie du thé, je fais une parenthèse, avec des éléments cueillis dans la forêt. Oui, oui. Cueillis ou... J'avoue qu'il faut être prudent parce qu'il y a quand même des maladies. Si on est près d'un ruisseau, puis qu'il y a un barrage de castors, il y a quand même des maladies dans certaines eaux. Fait que, est-ce que la plante a touché? Fait que je dis toujours aux guides, regardez dans votre repérage quelles sont les plantes qui sont là, si vous êtes capable de les repérer, si vous êtes capable de les identifier, parce que vous n'êtes pas des guides naturalistes. Mais allez voir un herboriste. Local. Faites vivre un herboriste, une personne qui connaît, puis qui va vous suggérer telle tisane avec tel mélange, puis va vous dire les bienfaits, les propriétés, puis vous allez choisir. Donc, dans le fond, votre tâche est de choisir la tisane ou la plante, et puis tu as une relation avec un herboriste, puis c'est pas juste... ce que tu construis, mais ce que tu construis localement. Au Japon, c'est toujours du thé. Mais c'est le thé local. Ils te font connaître le thé local, puis après, si tu veux aller en acheter, tu y vas. Ils vont avoir toutes les petites bouchées, il faut dire qu'ils sont maniaques, là. Puis ça va être des bouchées de la grand-mère ou de quelqu'un dans le village qui le fait, puis c'est l'attention et l'intention derrière la bouchée. J'ai une guide, là, je dis toujours, elle est folle. Mais après ça, elle dit non, elle dit, parce que j'ai le temps. Je dis, OK. Elle a fait à un moment donné des petits cœurs en origami, parce qu'elle a offert un 14 février, une séance, l'hiver. OK? Elle cherchait même des moules, tu sais, pour faire des balles de neige en cœur. Finalement, j'en ai acheté, mais je m'en suis jamais servi. La neige n'était jamais parfaite pour ça, mais bon. Mais elle cherchait plein de choses. Elle était vraiment... Son intention était dédiée. Et ça, les participants, quand tu vois qu'on a pris le temps de choisir, de prendre le temps de s'informer auprès d'un herboriste, de créer une relation avec un herboriste. Moi, je ne suis pas gênée de dire « Ah ben oui, ce mélange d'herbes-là, je l'ai acheté chez Céline, Vitaforêt, nanana. » En même temps, je fais de la promotion, puis c'est correct parce que on crée des liens avec la nature, mais on crée des liens avec des gens qui aiment la nature. Oui, puis on crée des liens avec des gens qui font du sens aussi. Oui. Je pense que c'est ça aussi, tu sais, on est beaucoup dans une reconstruction d'un nouveau monde, mais plus qu'on va soutenir, collaborer, puis se mettre ensemble, toutes ces personnes qui font du sens et qui font les choses autrement et en conscience, bien, ça va donner justement c'est ça. Vie à ce nouveau monde-là. Puis même, quand, admettons qu'il y a des enfants, là, c'est de développer chez eux un lien d'affection. Chez l'adulte, ça se fait assez rapidement. À la fin d'une séance, ils vont dire « Elle me fait du bien, je vais faire attention. » Je comprends pourquoi, parce qu'il y en a des gens qui, au début, je suis centrée. On peut faire une œuvre collective, puis après, je dis, on va reprendre nos éléments, puis on va les remettre à la forêt. Oh non, on devrait les laisser là, puis ça devrait s'appeler mandala. Je ne veux pas appeler ça un mandala, premièrement, mais je sais pourquoi le mandala, parce que le côté fractal, de répéter, c'est de regarder quelque chose qui a des fractales, qui est très bon pour notre cerveau. Les fractales, pour ceux qui ne savent pas, c'est des... En fait, tout dans la nature, c'est des schémas répétitifs. C'est ça. Donc, si on voit un arbre, par exemple, l'arbre a son tronc, il se divise en branches, ça fait d'autres branches, les feuilles, là, je regarde... On n'a pas de cocotte, là, de cône de pin. On a du sapin baumier en nous, je crois. C'est du sapin baumier ou de la pruche? C'est de la pruche. Mais c'est ça. Donc, mais même, justement, les épines, donc les fractales, et ça, à ce qui paraît, ça prend une demi-seconde à l'œil humain pour ensuite être détendu lorsqu'on regarde des fractales. C'est comme une sécurité aussi. Oui. C'est drôle parce que moi, je pense toujours à Haïti.
Ah oui? Ben, E.T., c'est beau d'être un extraterrestre, mais il a 2 yeux, il a des oreilles, il a un axe de symétrie, il a des bras. En fait, lui aussi, il est fait comme nous. Oui. Fait qu'il y a une sécurité de voir que tout est dans tout. Oui. Oui, puis même, j'ai donné un atelier, dans ma formation Renaître à soi, j'ai donné un atelier sur les bains de forêt, parce que j'étais tellement passionnée, puis c'était sur le module sur l'intuition, puis je me disais, mais là, tellement de belles façons de s'ouvrir à son intuition. Et je me suis vraiment amusée à aller chercher des images du corps humain et de faire les liens avec les fractales dans la nature. Donc, que ce soit dans les veines. Nos veines. Et c'est là que je me veines, racines, ouais. Oui, puis je pense que j'ai pris une avant-midi juste à m'immerger sur Google dans les différentes images. Mais pour moi, c'était vraiment ça. Je me disais, hey, on est la nature. Puis, ben oui, on est la nature. On fait partie de ça. Et d'ailleurs, la cellule végétale et animale, à l'origine, est exactement la même. Donc, on n'a pas à dire on est différent de l'arbre. On a quand même beaucoup de choses en commun. Il peut être même notre alter ego, des fois, OK? Ou bien nous faire... nous, on fait attention de ne pas faire de l'anthropomorphisme, faire peut-être des métaphores. Puis c'est pas nécessaire de l'expliquer. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que... il y a un chercheur que j'ai rencontré très rapidement cet été à Clermont-Ferrand que je voulais rencontrer. Il travaille beaucoup sur la proprioception. Ça en est un sens. La proprioception. La proprioception puis l'équilibroception. L'équilibroception, c'est qu'on sait quand on est debout, on sait quand on est couché, on sait quand on est assis, on sait où se retrouve notre corps. Bien, il y a l'équilibroception et la proprioception sont très rapprochés. Donc, l'équilibroception, c'est dans quel notre équilibre se retrouve comment. On sait quand on est déséquilibré. Puis on est comme un arbre qui a été penché par le verglas. Il va essayer de retrouver son équilibre. Puis on est comme ça, nous, hein, en fait. Oui. Peu importe l'épreuve, on a une force qui grandit en nous, puis on va vouloir se remettre debout, puis grandir. Puis... Exactement. Puis la proprioception, ça veut dire c'est où je me retrouve dans l'espace. Et souvent, quand on demande aux gens, on propose qu'ils ferment les yeux, puis on est en cercle, on est assez proche, puis on va sentir que l'autre n'est pas loin. Fait qu'on va faire attention, tu sais, pour ne pas le toucher. Puis des fois, je leur dis, mais vous pouvez toucher un collègue, un ami, un arbre, un autre être. Ça va. C'est comme, on comprend qu'on a notre bulle, mais notre bulle, ça fait partie de ça. Puis, moi, j'ai un petit problème de proprioception avec un de mes pieds. Donc, quand je monte les escaliers, il faut vraiment que je tape dans le fond, sinon, je ne sais pas où est-ce que je suis exactement. Donc, mais ça fait partie de ce que l'on est, de savoir où se trouve notre corps dans l'espace. Tu sais, le test de dire, bien, essaie d'attraper ton nez, tu attrapes ton nez. OK? Oui. Fait que tu sais où il est ton nez dans l'espace. Oui, là. oui, oui, OK? oui, oui. Fait que ça, c'est des sens que nous avons puis qu'on ne réalise pas. Puis ce qui est intéressant, c'est de faire marcher les gens à l'aveugle là, dans une forêt. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas fait ça. Donc, vous bandez les yeux. Oui. Puis on les laisse avancer. Puis à un moment donné, ils prennent confiance. Ils se disent, bien, on a toujours vécu avant dans une forêt, donc ça va revenir, puis on va savoir où poser les pieds, comment poser les pieds. Si on est pieds nus, on ne marche pas de la même façon que si on a des chaussures. Si on est pieds nus, on va d'abord poser notre bout de pied, parce qu'on a tellement de senseurs au niveau de nos orteils ici, qu'on sait tout de suite si quelque chose peut nous blesser. Tandis que quand on a des chaussures, on marche comme ça. C'est tellement intéressant. C'est comme si on vient chercher, puis c'est ça que je réalise en vous parlant, c'est comme si on a tellement... L'humanité, ça fait vraiment pas longtemps, comme on parlait au début de l'entrevue, qu'on est déconnecté de la nature, mais l'humain a été connecté tout au long de son évolution. Donc, c'est comme si on vient retrouver ce savoir-là, ces connaissances-là innées dans nos cellules, qui proviennent de nos ancêtres. Et donc, on reconnecte avec ça, avec ce savoir-là qui est inné, qui est profond. Bien, en fait, on parle beaucoup de la biophilie. Ça, c'est pas un sens. La biophilie, c'est ce savoir à l'intérieur de nos cellules que l'on vient de la nature, puis que quand on est dedans, on se reconnaît, puis juste ça, ça nous fait plaisir.
Fait en fait, cette biophilie-là, elle existe, cette connexion au bio, à la nature, au vivant. Puis oui, des fois, on l'a perdu, mais on ne l'a pas vraiment perdu, il est dans nos cellules. C'est comme... c'est une reconnexion. C'est vraiment une reconnexion, puis c'est pour ça que quand les gens ils me disent, ben là, vous avez la prétention de nous reconnecter. Pas de vous reconnecter, de vous accompagner dans votre création, dans votre possibilité de revenir à ce que vous étiez. Tu sais, on ne dit pas que nous, on a cette prétention-là, c'est qu'elle existe. Oui. C'est juste, viens-tu, je vais t'ouvrir la porte. Puis d'ailleurs, là, ça me fait penser, c'est ça, j'ai lu beaucoup sur le Shinrin-yoku, mais j'ai juste pratiqué seule, moi, du Shinrin-yoku. Donc, quand vous êtes en groupe, à quoi ça peut ressembler? Je suis sûre que ça va donner le goût à bien du monde de vivre un bain de forêt, un Shinrin-yoku. À quoi ça peut ressembler? Là, vous me dites, par exemple, vous allez bander les yeux d'une personne, l'amener à trouver ses repères, ou même avoir une confiance, se sentir en sécurité dans la nature. En fait, qu'est-ce que c'est quoi les autres pratiques? OK, on invite nos invitations, nos propositions, nos suggestions. C'est de se reconnecter à ses sens. Tantôt, j'ai dit qu'il y en avait 9. Oui. OK. Donc, il y a aussi la thermoception. Quand on sort d'une prairie et qu'on rentre à l'intérieur, on sent l'humidité, on sent la fraîcheur. Si on fait un Shinrin-yoku de soir, on va sentir vraiment la rosée du matin. Si c'est très tôt le matin, on va sentir l'humidité qui... Bon, fait de prendre conscience de ça, mais sans le nommer, hein, parce qu'on nomme rien. Oui. On laisse les personnes ressentir et se reconnecter à ça. Ressentir, ça, c'est un mot-clé. Oui. Ressentir. Recense. Hein? Renaître de nos sens, par nos sens. Puis, si des fois, je leur dis, allez juste mettre vos mains dans la terre, puis sentir. Puis des fois, ça réveille une mémoire de quand on était petit, puis qu'on le faisait, puis qu'on nous a dit, non, fais pas ça, c'est sale, là, puis va te laver, là, combien de fois, là. Bon. Puis là, la terre, elle nous ramène dans une mémoire, mais où on était bien, on était en contact. OK? Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est comme quand je fais du jardinage, ça me fait tellement du bien. » Puis moi, je riais parce que j'ai un voisin qui est psychiatre, puis à un moment donné, il me voyait, tu sais, faire du jardinage. Puis là, je me disais « Ah oui, je sais, je suis un vieux crouton, on aime ça, les vieux croutons, hein, tu sais, les baby boomers faire du jardinage, là, tu sais, c'était comme dans une tendance. » Mais je dis « Non, non, je dis, c'est parce que je me fais une thérapie par la terre. » Puis la terre, en fait, là, scientifiquement, il y a du mycélium, puis il y a des champignons, puis c'est très bon. En Allemagne, ils vont apporter de la terre à des personnes âgées, puis ils vont, avec de l'eau, puis on leur demander de mouler des petits personnages, de faire un petit peu de poterie, finalement, tu sais. Mais là, ce qu'ils sont, c'est en contact avec la terre, avec l'essence même de la terre, avec le mycélium qui est dedans, puis l'odeur et tout ça. Fait qu'ils se font du bien. Puis en plus, ils créent. Puis quand on disait qu'est-ce qu'on propose, on propose de créer des choses. Puis créer, ça peut être de reconnaître ce que l'on trouve de beau et de créatif. C'est déjà de la créativité. Quelqu'un qui va dans des galeries d'art puis qui dit « Ah, ça, j'ai vraiment aimé ces toiles. » Ou qui va voir un film puis « Ah oui, il est un réalisateur extraordinaire. Hein? » Puis là, je vais retenir son nom, puis les prochains films qui... Fait qu'on reconnaît l'art de quelqu'un. Donc, on n'est pas obligé nécessairement de créer une œuvre d'art, on s'entend, mais de reconnaître la beauté de la nature, la beauté simple de la nature, c'est déjà de créer. De reconnecter avec la création, et même les plus rationnels d'entre nous ont cette part-là de créativité, qui les amène, je trouve, dans leur enfant intérieur. Puis si c'est pas ça, ça peut être de dire, OK, vous allez contempler un arbre ou une rivière, là, revenez, puis dessinez, prenez juste une couleur. Tu sais, on leur impose un peu des fois. Prenez juste une couleur, OK? Prenez la couleur, puis dessinez très rapidement ce qui vous reste de cette contemplation-là. Puis là, il y a tout un processus. Puis là, je ne vais pas tout expliquer quand même, les secrets du Shinrin-yoku. Parce qu'après une contemplation, on est beaucoup plus créatif. OK? Bien, ça augmente la créativité. C'est un des bienfaits. Oui. Donc là, ils se mettent à dessiner. Puis après ça, on leur dit, OK, donnez-moi un mot qui vous vient quand vous regardez votre œuvre. Fait que là, ils ont un mot.
Mais après ça, le mot peut circuler entre les gens quand on parlait du partage, puis on peut dire raconter une histoire avec les mots de chacun. Donc, je pourrais dessiner un arbre, puis te le montrer. Pour toi, tu vas voir, je ne sais pas, la fluidité, OK? Moi, je vais marquer énergie. Je le montre à quelqu'un d'autre, l'autre personne va dire effervescence. C'est selon, mettons, j'ai fait comme peut-être un arbre là, qui s'en va dans toutes les directions. Fait que tous les mots, après ça, c'est de prendre tous les mots puis de créer quelque chose avec les mots des autres aussi. Donc, il y a un partage, il y a une richesse, il y a une collaboration. Une co-création. Et la co-création est essentielle dans Shinrin-yoku. C'est pour ça que c'est pas de faire n'importe quelle invitation. C'est de doser tes invitations puis de réussir. Donc, tu peux avoir les yeux bandés puis marcher dans la nature. Tu peux marcher à l'envers. Tu peux, OK? Et il y en a qui disent, OK, c'est des invitations. Non, non, c'est des types d'invitations. Donc, est-ce que c'est une invitation à collaborer? Est-ce que c'est une invitation à jouer? Est-ce que c'est une invitation à créer? Est-ce que c'est une invitation à partager? Parce qu'on invite à partager. Comment on demande le partage? Parce que chaque partage peut être différent. C'est pas toujours la même façon de faire un partage. Donc, c'est pour ça que la formation, je la trouve importante, parce qu'on comprend... Toute la profondeur. Oui, puis pourquoi on le fait, puis c'est ça. Ouais. Puis oui, on se base sur, OK, le vert, le brun. Je me souviens d'une participante qui est d'ailleurs devenue guide, puis je l'amène dans la forêt où c'était brun-rouge. Puis elle dit, ça me fait penser à ma mère, beaucoup à ma mère. Mais elle dit, moi, j'ai eu comme quelque chose. C'était une petite frustration. Mais oui, le brun-rouge, c'est la mère, OK? Mais elle n'avait pas un bon rapport avec sa mère. Puis quand elle est arrivée plus dans l'ouverture, dans le vert clair, puis la joie, elle dit, c'est mon enfance quand j'étais libérée. Fait qu'elle, c'est ça qui lui a fait du bien. Et quelqu'un d'autre, c'est plutôt d'être coucouné, d'être protégé. Oui. C'est pour ça qu'on appelle ça une forêt thérapeutique. C'est vraiment une forme de thérapie. Oui. Oh, Bernadette, je pourrais parler pendant des heures. Oui, moi aussi, c'est jamais fini. Puis d'ailleurs, j'ai écrit un livre que j'ai envoyé un manuscrit. Il n'a pas été édité, puis je suis contente. Je dis tout le temps, mais sauf que je veux le refaire. Puis je veux pas faire m'éditer moi-même une auto-édition parce que je trouve que je veux quand même qu'il soit propagé. Mais je trouve ça important, c'est d'expliquer vraiment les fondements de la nature, ce qu'elle nous amène. C'est des types d'invitations et pas un collage. Puis c'est important. Oui, on pourrait se faire un propre Shinrin-yoku individuellement, mais en prenant conscience de, bien là, il faut que je m'arrête, il faut que je pense à qu'est-ce que je pourrais m'offrir. Et c'est là que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est mieux des fois en groupe, avec un guide, pour que le partage soit la richesse. Non, mais là, je vous entends. Oui. Et je comprends toute la richesse que ça peut apporter. C'est au-delà de juste se connecter. Bien, pas de juste se connecter à ses sens, parce que c'est déjà beaucoup de se connecter à ses sens, c'est de la contemplation, mais l'aspect, justement, la richesse, en fait, d'être en groupe, la co-création, les partages, les pépites que chacun amène. Oui, en fait, c'est sûr qu'on va se voir dans un Shinrin-yoku guidé, ça, c'est sûr et certain. Moi, je trouve aussi, ce qui montre beaucoup, c'est que je trouve les Shinrin-yoku, ça nous amène à connecter à la Terre au niveau du cœur. Puis on en parlait un petit peu en se promenant là, pour regarder où est-ce qu'on allait s'installer pour l'entrevue. On avait un petit peu cette conversation-là. Peut-être qu'on peut terminer là-dessus parce qu'on est dans un grand moment de transition. Oui. Puis des fois, on est un peu dépourvu de solutions, mais je trouve que c'est une des clés. On le sait là, qu'il faut protéger la nature, prendre soin de l'environnement, mais je trouve que, en tout cas moi, quand j'ai connecté plus en profondeur avec la nature, puis que je suis tombée en amour avec la nature. Là. Il y avait vraiment une ouverture au niveau du cœur. Je trouve que en tout cas pour moi, c'est comme une des clés pour en prendre soin. Je trouve que ça vient donner un sens à tous les gestes au quotidien pour l'aimer puis la conserver. En fait, c'est ce que j'avais raconté, c'est ça, elle s'appelle Marjorie, elle dit comment, par le Shinrin-yoku, on peut prendre soin de la nature? J'ai dit, juste le fait d'offrir des séances. Les gens, quand ils ont terminé, ils réalisent
qui ont reçu des bienfaits. Ils ne peuvent pas l'expliquer, puis tant mieux. C'est ça qu'on veut aussi. On le ressent. On le ressent. Ouais. Puis, ce que ça va développer, c'est un lien d'affection et donc d'amour. Puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est comme notre mère, elle prend soin de nous. Bon, on a des pères qui prennent soin de nous aussi quand même. Mais nos mères, puis c'est pour ça qu'on dit la mère, la terre, Gaïa, c'est ça, bon. Si elle prend soin de nous, si elle nous partage des bienfaits, puis qu'on le ressent, on n'aura pas, je veux dire, comme le choix de l'aimer. C'est un lien d'affection. Elle prend soin de moi, donc je dois prendre soin d'elle. Des fois, je dis, la nature, elle avait pas besoin de nous avant. Elle n'avait pas besoin de nous. Nous, on est comme un être vivant, animal comme les autres. Mais comme on l'abîme beaucoup puis qu'on en prend soin, je pense qu'il faut le créer, ce lien d'affection-là. Puis le Shinrin-yoku, c'est un des moyens. OK? Puis on le réalise. Les gens qui viennent, bon, moi, je suis sans trace. J'essaie de ne pas aller hors sentier si on me dit de ne pas aller hors sentier, si c'est un lieu qui est préservé. Pour lui permettre de se régénérer. Exactement, c'est de le respecter. Oui. Des fois, c'est embêtant parce qu'il y a comme « Oh, c'est beau là! » On peut y aller. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est de dire « Ben oui, je vais respecter le lieu parce que j'ai envie qu'il y ait d'autres êtres humains qui en bénéficient si je ne fais pas attention. » Tu sais, si on me dit « Va pas hors sentier », c'est parce qu'il y a une raison. Donc oui, je vais respecter ça. Même s'il y en a qui vont dire, comme en Europe, vont dire « Ah, les chasseurs, ils se permettent tout avec leurs chiens. » C'est pas juste que nous, on n'a pas le droit en tant que guide Shinrin-yoku. Peut-être qu'un jour, on va être reconnu, on va avoir des dossards, puis quand ils vont nous voir rentrer un peu, c'est parce qu'on sait qu'on peut y aller, puis qu'on ne va pas endommager un lieu. Parce que c'est faux qu'on peut pas être sans trace. Ça, c'est impossible, on s'entend. Puis il y en a qui trouvent que le mouvement sans trace est un peu exagéré. Bon, allez fouiller sur ce que c'est que le sans trace pour vraiment comprendre Mais c'est qu'un abus. Oui, c'est ça. C'est pas de ne pas y aller. C'est de dire, est-ce que tu as pris soin de ne pas trop déranger? Prendre soin. En fait, c'est exactement ça qui montait en vous écoutant. Oui. Prendre soin. C'est prendre soin. C'est l'énergie de la mer, le prendre soin. C'est l'énergie féminine, c'est l'énergie de la terre. Parce que moi, je me souviens, un jour, il y a eu un changement drastique. Mon fils a 39 ans, mais je ne me souviens pas quand, mais quand j'ai senti qu'il y avait un renversement. C'est-à-dire que moi, je prends soin de mes enfants, puis à un moment donné, c'était comme ma petite maman. Tu sais, son changement d'attitude, lui, il veut prendre soin. Tu sais, j'ai senti qu'il avait viré. Il y a eu un shift, là. Exactement. Ça vient du cœur. Le prendre soin vient d'une énergie du cœur. C'est ça. Puis là, c'était comme, OK, je m'en viens vieille. Tu sais, sur le coup. Ah, non. C'est parce que ça veut dire que j'ai pris soin de lui. Oui. Fait que ça a été rassurant pour moi de dire, OK, donc, c'est venu tout seul et je dois l'accepter. Et je l'accepte comme ça. Mais c'est ça qu'on vit dans la nature. Quand on est là, puis quand on voit comment c'est beau, comment c'est simple, comment c'est pas compliqué, qu'il y a quand même de la compétition, là, quand même. Là, ce jeune être-là, il veut pousser, là, mais il va pousser. Oui, mais en même temps, jamais au détriment des autres. Puis c'est ça aussi, c'est un apprentissage, hein? L'arbre, il va prendre sa place là où il y en a. Oui, il va occuper sa place, mais il va pas faire comme les humains de tasser le monde, puis de prendre le pouvoir, puis de dominer. Mais là, ça, je ne donnerais pas des sentiments à un arbre humain. Non, parce que j'avais vu une citation qui disait l'arbre, son but, c'est de se déployer dans tous ses sens, mais jamais. Qu'il va trouver le moyen. C'est ça. Exactement. Exactement. Puis je trouve que ça nous amène justement comment est-ce qu'on peut retrouver ce lien-là, puis s'honorer, mais collaborer, puis occuper notre place, hein? Oui. Occuper notre place. Puis défendre un peu notre progéniture, comme certains arbres qui vont, tu sais, c'est ça. Puis l'arbre mère qui va faire pousser toutes les autres. Ah oui, les recherches des arbres mères, en tout cas, on pourrait en parler. J'ai une dernière question, c'est la question que je pose à tous mes invités. Hein? Le podcast s'appelle « Renaître à soi et changer le monde à sa façon ». Puis il y a beaucoup de monde actuellement qui sont dans un hiver intérieur, qui sont ou dans un moment de renaissance, ou qui sont appelés à renaître à eux-mêmes. Puis je sais que, en fait, la forêt, le Shinrin-yoku, ça fait, vous savez pas non plus 30 ans que vous faites ça, là. Donc vous avez vécu aussi une belle
renaissance, je crois, Oui. à travers le Shinrin-yoku. Puis j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous auriez à partager à partir de votre propre histoire de renaissance et de ce que vous faites maintenant? Tu sais, vous changez le monde à votre façon en permettant aux gens de se reconnecter à la nature. Donc, est-ce que, sur quoi vous voudriez nous laisser comme pépite, justement, comme pépite, comme offrande sur toutes ces personnes-là qui sont en quête de sens, qui sentent que la vie peut goûter autrement, qui sont appelées à renaître à eux-mêmes, là, tu sais, dans le plus profond, à partir de ce que vous avez observé, peut-être à partir des enseignements de la forêt. Là, je vous laisse aller. Ah oui. Mais... Bien, en fait, il y a une chose que je pourrais dire, c'est que je ne condamne pas les gens qui se donnent pas encore la permission, surtout. Il y en a qui ne se donnent pas la permission pour mille et une raisons de pouvoir renaître. Ouais. Je pense que ces gens-là le sentent depuis très, très, très longtemps. Fait que je les jugerai pas, parce que des fois, il y en a qui disent « Ah, non, moi, la forêt, nanana ». Puis je ne veux pas non plus dire que la forêt apporte tout et répond à toutes les quêtes de sens non plus. Ouais. OK? Par contre, ce que je pourrais leur dire, c'est que quel que soit ce qu'ils ressentent à l'intérieur, c'est comme peut-être une frustration, puis de dire j'ai envie de m'épanouir comme un arbre, OK? Puis de me laisser aller voir la lumière, c'est de leur dire, OK, oui, la nature, se reconnecter. Pour moi, je trouve ça vraiment important parce qu'on fait partie de ça. Oui. Fait que déjà, c'est un petit bout de chemin. De nous rappeler qui nous sommes. Mais c'est ça. Puis, et si on ne peut pas, pour quelques raisons, c'est de se laisser son intuition les guider pour réussir à le faire. Je trouve que c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, c'est sûr qu'il fallait que je prenne soin de moi. Il fallait vraiment que je prenne soin de moi. Puis il fallait que je m'écoute. La plus belle chose que mon amoureux m'a dit, c'est que la première fois qu'il était là lors d'une séance, puis il m'a dit, c'est la première fois que je te vois dans ton élément, que c'est vraiment ça. Puis pourtant, on se connaissait depuis déjà longtemps, là. Mais qu'il reconnaisse que j'avais raison. Parce que quand j'ai dit, c'est ça que je veux faire plus tard, tu sais, il me regardait en voulant dire, bon, une autre petite folie, là. Mais parce que, tu sais, je pense qu'il ne peut pas mesurer ce que ça signifiait d'avoir découvert ça, le Shinrin-yoku, pour moi, puis ce que ça pouvait apporter. Mais après, quand il m'a vu la première fois guidée, dans les premières séances que j'ai offertes, puis qu'il m'a dit ça, pour moi, c'était comme, il a reconnu ce qui est en moi. Fait que c'est merveilleux, tu sais, de vivre avec une personne qui te reconnaît et qui reconnaît ça. Mais je vais dire, et là je dis, mais il ne faut pas penser que la nature va apporter toute cette reconnaissance à tous ces individus-là qui se cherchent puis qui veulent renaître. Mais je leur dirais juste de ce que vous ressentez là intuitivement, laissez jaillir ça. Que ce soit avec la nature, que ce soit pas avec la nature, que ce soit juste de créer, s'ils ont envie de créer. Je sais pas moi, laissez-vous être. Arrêtez de faire. Puis en étant. Il y a une belle phrase ou idée de quelqu'un qui fait de la méditation. Puis ça m'a nourri dernièrement, justement. Elle a écrit, il y a des gens qui nous regardent méditer puis qui disent qu'on sert à rien. Elle dit, moi, je crois qu'en méditant, je change et en changeant, je montre l'exemple. Et moi, je pense que méditer apporte la paix à l'humanité. Fait que moi, je pense que je peux dire la même chose. J'ai dit, il y en a qui vont dire, amener des gens dans la forêt, ça ne sert à rien. Mais non, parce que pour moi, ça va développer un lien d'affection, une reconnaissance, puis de dire, bien, si on est reconnu, bien, on va être moins déprimé, moins anxieux, on va être en meilleure forme. C'est pas juste courir, hein? On dit, on prend soin de soi avec la nature, autrement que courir. Je suis pas contre, avant je faisais des triathlons, fait que je suis pas contre ça, là. C'est juste que je pense sincèrement que juste écouter son cœur, écouter son intuition, puis se dire, je suis appelée vers ça, à faire ça, bien de le prendre le 5 minutes pour l'essayer, après ça 10 minutes, puis une demi-heure, puis là, de l'intégrer à sa vie. Puis
T'ouvrir cette porte-là, oui. Ouvrir cette porte-là. Oui. Tu sais, à cette possibilité-là d'être. Parce que je pense que c'est ça que les gens manquent. C'est pas... Oui, je vais pas prêcher contre ma paroisse, comme on dit au Québec, mais je sais que juste aller se promener en forêt ou de juste s'asseoir auprès d'un arbre, puis s'appuyer dessus, puis sentir qu'il est fort, lui, puis il peut nous soutenir, tu sais. Oui. Ben, recevoir. C'est une image, oui. Recevoir. Aussi. Bernadette, là, j'ai plein d'autres questions. Là, je me dis, bon, là, je vais m'arrêter. Au pire, on aura une partie 2 éventuellement. Oui, il y a tellement de choses. Ah. Là, je me replace parce que j'allais perdre mon équilibroception. Mais merci profondément. Là, si on veut devenir sylvothérapeute ou faire des bains de forêt, là, je sais que la liste d'attente est longue, je suis sur la liste d'attente, mais si on veut devenir sylvothérapeute, toutes les informations, c'est sur shinrin-yoku-québec.org. Oui. Même chose sur Facebook, Shinrin-yoku Québec et Instagram aussi. Oui. Je fais pas beaucoup de choses. Là. Avant, c'était ma fille qui s'en occupait, puis là, elle ne peut plus, mais il faut non, mais juste au moins que les gens puissent s'abonner, puis s'abreuver. Oui, exactement. Puis les formations au Québec, il y en a 2 par année. C'est ça. Et je ne veux pas en faire trop. C'est ça que sais. les gens ne comprennent pas. Des fois, ils disent tu pourrais ouvrir un autre groupe, ou si j'ai 10 personnes, tu pourrais nous former. Mais à quoi ça sert? Ouais. Il faut que... faut incarner ce qu'on dit, hein? Oui. Donc, de se respecter, de prendre le temps, de se régénérer, de prendre le temps d'être en période de repos, comme la nature. Mais parfait. Donc, en fait, toutes les informations sont là. Si vous voulez vivre des bains de forêt, je sais que tu guides aussi, puis il y a des gens maintenant que tu as formés qui parce que quand on arrive sur la page d'accueil, s'il est marqué « Chercher un guide », vous cliquez dessus. Oui. Parce que des fois, dans les régions, il y en a qui disent « Bien, est-ce que tu vas venir faire une séance à tel endroit? » Je dis « Bien, là, quand même, là, je ne peux plus être partout au Québec. » Il y en a un qui a fait ça, puis il est mort sur la Croix. La Croix? Non! Mais c'est ça, c'est qu'il y en a d'autres guides. Oui. Et je pense qu'ils sont tous, pas je pense, je sais qu'ils sont compétents. Oui. Je sais qu'ils sont compétents. Oui, puis ça vaut la peine. Ils ont leur couleur. Je ne sais pas si elle est fluo ou pastel. Un mix des deux. Un mix des deux. Une couleur unique. Ils sont équilibrés. Puis même, moi, je dirais, là, je trouve qu'être sylvothérapeute, là, c'est un des métiers du nouveau monde. Oui, mais il faut faire attention, hein? Parce que si on dit sylvothérapeute, ça veut dire qu'on est thérapeute. C'est pas... donc c'est de la sylvothérapie. On est praticien en sylvothérapie, Shinrin-yoku, bain de forêt. Oui, mais c'est important parce que c'est la forêt qui est thérapeute. Oui. C'est pour ça. Donc, vous êtes des guides. Mais je trouve que, tu sais, tous les gens, je sens qu'ils sont appelés à un peu retrouver un sens à leur vie, changer de métier. Il y en a beaucoup, là, présentement, là, mais je trouve que la sylvothérapie, c'est vraiment une belle façon de contribuer, d'être le changement qu'on veut voir dans le monde. Hein? Exactement. C'est vraiment ça. Oui, donc... et de prendre soin de la forêt, parce que là, je pourrais continuer longtemps, mais la pandémie nous a fait comprendre combien la forêt nous accueillait, combien on était bien. C'est devenu notre nouveau salon, là, notre nouvelle salle à manger puis salon. Tu sais, les pique-niques en famille et tout ça. Pendant la pandémie, le dimanche sur le Mont-Royal. Oui. Mais moi, les parcs. Oui, les parcs. Reconnexion au parc, aux espaces. Puis au début, les déchets. Puis après, les gens ils ont même réalisé eux-mêmes. Oh, il y a beaucoup de déchets. Donc, on va faire attention. Mais ça a pris tout un processus avant de comprendre que je consomme la nature ou bien j'en prends soin si je vais y retourner. Bien, ça vient à ce qu'on disait tantôt, de voir la nature avec les yeux du cœur. Tu ne peux plus jeter ton déchet en nature quand tu es conscient de tout ce qu'elle a à nous offrir. Oui. Bernadette, c'était vraiment un privilège. Mais là, t'es connectée, regarde, t'es connectée. Connectée avec tes pieds. Oui, c'est ça, t'es connectée. Merci. Mais tu étais connectée déjà, je pense. Ah oui, mais là, ça l'amène encore plus de texture. C'est encore plus goûteux. Merci profondément. Ça me fait du bien, moi aussi, Quel bonheur. de partager ça. Merci.